Vous avez l'air serein, les gars, hein. Moi, je suis scandalisé, hein. Je sais pas comment vous faites pour rester calme. Les services de renseignement danois, de toute façon, ont estimé que si demain la circoncision était interdite, on atteindrait un niveau de menace terroriste au moins égal, voire supérieur à la situation avec les caricatures du prophète à l'époque. Quoi? Mais Euh, qui a, mais attends, mais qui a dit ça? pour la petite histoire, Kellogg, John Harvey Kellogg, c'était un médecin américain qui, en 1888, a écrit un bouquin dans lequel il propose la circoncision pour lutter contre la masturbation, hein, ça pour les petits garçons et pour les petites filles, parce que les petites filles n'étaient pas épargnées non plus, les petites filles, il proposait de leur verser de l'acide sur le clitoris. Oh, les Donc tout bâtards, mais ça, c'est pas possible. et c'est le même mec qui a inventé les céréales, hein, je précise, Ah hein, c'est ouais? vraiment ce mec-là qui a inventé les céréales. Oui, 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 Kellogg, les gens pourront chercher, c'est deux frères. Ça permet à des parents qui trouvent un médecin conciliant de faire passer une circoncision religieuse pour médicale, parce que le Ouais. médecin va mettre phimosis sur le certificat, et parce que le prépuce ne se rétracte pas, ce qui est normal, mais il va mettre phimosis, et ça va passer aux frais de la Sécu, et la circoncision va être remboursée. Ça, c'est un classique que Moi, ça. ça me dépasse. Là, on est en 2024. On est censé avoir une putain de séparation entre l'Église et l'État. Donc, quand j'écoute, ils ont peur, mais qu'ils aillent mourir, putain, qu'ils aillent mourir. Moi, enfin, ça me Alors, saoule, quoi. Ça me saoule. J'ai rien contre vous, hein. Y a pas de. C'est juste que moi, je suis pas non, non, habitué à mais écouter tout ça, quoi. enfin voilà. Putain, mais 4 ans, mais Oui, mais merde, mais laissez les gosses tranquilles, quoi. Putain, vas-y, ouais, enchaîne. voilà. Je suis désolé. Bon alors calmez-vous. Récemment, je me suis entretenu pendant près de 2 heures avec une association qui se nomme Droit au corps, qui a pour but de promouvoir l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle, féminine et masculine. Je vous mets le lien du site et leur chaîne YouTube ainsi que leur Discord en description sous la vidéo hein, pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc pendant 1h40, on a évoqué le décalotage forcé, la circoncision, l'appréhension de l'État à prendre clairement position sur ces sujets, etc. etc. La vidéo est chapitrée, hein, comme ça si un sujet vous plaît plus qu'un autre, vous pourrez y accéder plus facilement. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Ok. Du coup, alors, ben, Droit au corps, donc c'est une association française. On est présent, donc on a des membres en France principalement, mais aussi dans toute la francophonie, en Europe, au Canada et en Afrique. Et donc, ben, notre objet, c'est de promouvoir l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle, donc c'est-à-dire toute modification d'organes sexuels pratiquée sans consentement libre et éclairé et sans nécessité médicale. Et donc, on est spécialisé sur la circoncision masculine. Ok, Donc, et donc ça comprend, enfin, vous êtes spécialisé sur la circoncision masculine, mais j'imagine, oui, ça englobe également tout ce qui est circoncision féminine et tout ce qui peut être, par exemple, le décalotage forcé. alors, dans notre objet, par cohérence éthique, et parce que ça nous paraissait évident, on prend clairement position pour dire qu'on promeut l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle. Donc oui, bien sûr, ça implique tout ça, les femmes, les intersexes aussi. Mais on est spécialisé sur la circoncision parce que tout simplement, c'est des personnes qui se sont retrouvées sur ce sujet à la base, hein. C'est une association où tu vas trouver donc des victimes de circoncision, des gens qui sont mécontents de l'avoir été, qui en souffrent. Et puis des parents qui regrettent d'avoir fait circoncire leur enfant, des parents qui se battent pour que leur enfant ne soit pas circoncis, des partenaires sexuels d'hommes circoncis qui voient aussi les changements, les dégâts que ça peut occasionner, des professionnels de santé qui nous rapportent ce qu'ils voient en fait dans les hôpitaux ou auprès de leur patientèle, donc les dégâts de la circoncision. Donc voilà, on est spécialisé circoncision, mais bien évidemment, on relaie les communications des mouvements sur les femmes et sur les intersexes notamment. Et bien sûr, oui, sur le décalotage, donc ça c'est tout un sujet aussi. On fait de la prévention contre les mauvaises pratiques qui blessent des enfants, donc notamment tout ce qui est décalotage forcé ou par croyance et par erreur issue du puritanisme d'il y a plus d'un siècle. Il y a beaucoup de parents et même de médecins encore aujourd'hui qui vont tirer sur le prépuce de l'enfant en pensant bien faire, alors qu'en fait ils vont le blesser. Il faut pas toucher, il faut laisser l'enfant se développer. Ok, et du coup, là, moi, en fait, je viens d'apprendre en direct que ce que j'ai subi quand j'étais petit, donc le décalotage forcé, en fait,
c'est juste basé sur une croyance vieille d'un siècle. Et le médecin, il n'avait pas à faire ça sur moi, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est un phénomène qui est massif en France, d'après les données qu'on a. Il y aurait encore jusqu'à un médecin sur deux qui recommanderait, alors plutôt des médecins, enfin pas les plus jeunes, quoi, plutôt de l'ancienne école, Mmh. qui vont conseiller cet acte aux parents, voire le faire en cabinet. Donc, on sait pourtant depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, il y a eu plein d'études dans différents pays, qu'il faut que laisser le prépuce tranquille, que le pénis se développe au fur et à mesure et que le prépuce devient rétractable à un âge variable selon les garçons. Donc ça peut être à 5 ans, ça peut être à 10 ans, ça peut être à 15 ans. La moyenne est à 10 ans. Et donc effectivement, à cause du puritanisme anglo-saxon, il y a plus d'un siècle, il y avait une obsession sur le prépuce qui ne décolletait pas et sur la masturbation, et on pensait que ça créait des maladies, etc. Il y a eu toutes sortes de faussetés qui ont été répandues dans la littérature scientifique. Et puis jusqu'en 49, où il y avait encore il y a une étude en fait anglaise qui a donné des résultats qui étaient erronés. Et depuis 68 et jusqu'à nos jours, il y a eu plein d'études qui ont montré que, bah, en fait, faut laisser le pénis se développer. Donc oui, oui, ce que tu as vécu, ce que plein de gens ont vécu dans l'association, c'est ce que moi, mon frère a vécu. C'est-à-dire ce fait de tirer sur le prépuce, ce qui fait très mal et ce qui peut en plus créer des complications. C'est absolument à proscrire. Et on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas le faire. La France est en retard sur le sujet, mais il y a des pays où ça n'existe pas du tout. La plupart des pays, d'ailleurs, n'ont jamais fait ça, en fait, hein. C'est vraiment des croyances du passé. Ah oui, et du coup, ce que tu me dis, c'est entre guillemets spécifique à la France? Non, non, c'est pas spécifique, mais en France, on est particulièrement mauvais élève pour ça comme pour d'autres choses. Donc, en fait, la France a été impactée par cette pratique, mais comme d'autres pays, hein, donc États-Unis, enfin, Amérique du Nord et Europe, principalement, oui, oui, c'est massif. Mhm. Mais voilà, il y a des pays, les pays nordiques, par exemple, il y a pas cette chose n'a pas touché les pays nordiques, donc ils font pas ça, et il y a probablement que la plupart des pays du monde n'ont jamais fait ça. C'est vraiment, si tu veux, tout remonte à l'époque fin 1800, début 1900, quand il y a eu des théories médicales à l'époque farfelues, avec une obsession de la masturbation des enfants, une obsession sur le prépuce. Il y a eu des médecins à l'époque qui ont popularisé dans la littérature scientifique ces pratiques-là, en pensant, puis la circoncision, bon, on y reviendra, Mhm. en pensant que c'était bien de faire ça, et alors que pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous avez, parce que là, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs facteurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de médecins qui le font, mais est-ce que vous avez isolé une cause précise de ce retard qu'on a, de cette croyance qui persiste, autre que religieux ou culturel? En France, il y a le docteur Winkler, qui dénonce cette pratique depuis longtemps. Il parle carrément d'obsession française du décalotage. Alors, il n'y a pas que en France, mais c'est vrai que c'est un pays où ça semble être particulièrement répandu, cette pratique. La cause de pourquoi on est en retard là-dessus, euh, difficile à dire. En tout cas, on n'est pas à jour sur plein de choses. Les recommandations, de toute façon, sont pas à jour. Il y a encore des erreurs sur des sites enfin voilà, de santé qui sont là. Peut-être que je vis dans le monde des bisounours, mais j'ai l'impression que, enfin, des associations comme vous, des gens comme vous, je pense qu'il doit y en exister beaucoup. Enfin, qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer un courrier à l'État, au président ou je sais pas à qui, tu vois, et avec toutes les sources, tous les documents qui montrent que ça sert à rien, qu'il faut arrêter cette pratique, et leur demander d'envoyer un courrier à chaque médecin de France en leur disant maintenant vous arrêtez vos conneries, tu vois. Enfin, Alors, après, je sais pas comment ça se passe, mais c'est tout ça me à paraît simple. fait. Oui, c'est tout à fait ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire. Et donc ça avance petit à petit. Il y a des médecins qui témoignent d'ailleurs, qui ont arrêté cette pratique, hein, qui disent on m'a appris ça à l'époque, et puis ben, je me suis rendu compte que c'était pas bon, effectivement, en consultant la littérature, en me renseignant. Donc il y a quand même des médecins en France qui ont, dès les années 80, comme le docteur Naouri, un pédiatre, qui ont alerté là-dessus. Donc oui, ça avance, nous on avance aussi, on fait des sensibilisations auprès de médecins, donc qui à chaque fois en fait sont très réceptifs. Et puis au niveau
de sites comme l'assurance maladie. Enfin, il y a plein de choses qui avancent petit à petit. Mais si tu veux, il y a tellement de méconnaissances, il y a tellement de retard que voilà, ça se fait pas comme ça. Et voilà, on est une association qui n'a pas beaucoup de moyens, donc on Oui. fait ce qu'on peut, mais ça prend trop de temps. Oui, allez, quoi. Bah, enfin, effectivement, ça me révolte un petit peu là parce que de ce que tu me dis, tu es en train de me dire que rien que pour le décalotage, vous galérez de fou pour essayer de juste que l'État dise aux médecins maintenant vous arrêtez vos conneries. C'est ça que tu es en train de me dire en fait. Ouais, alors c'est plus compliqué que ça. Nous déjà, on a enfin, plein de choses à faire qu'on n'a pas encore fait. Donc on a plein de projets dans les cartons, mais après c'est une question de ressources qu'on n'a pas forcément. Mais sur les choses qu'on a faites déjà, euh, oui, c'est compliqué. Disons que ça, au niveau parfois local, où on présente devant des médecins dans un centre de santé ou dans des conférences, c'est bien reçu. Mais après, pour aller toucher au top niveau et mettre à jour les programmes, c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Je dis pas qu'il y a une résistance par rapport au décalotage particulièrement là-dessus, mais ça prend du temps, c'est compliqué. Donc on essaye, voilà, on a écrit à plusieurs autorités, il y en a des relations ici et là, mais ça c'est pas comme ça en fait. Nicolas, C'est- je pense que pour nous éclairer, tu peux ajouter quand même quelque chose qui est absolument majeur dans notre combat chez Droit au corps. C'est ce que nous appelons la faille de santé publique. Et je pense qu'on comprendra mieux quand on n'est pas encore au fait du sujet. Ouais. Je me permets deux petites secondes avant de laisser continuer Nicolas. Je m'adresse rapidement à ceux qui nous écoutent. Là, en fait, on est en face de citoyens lambda comme vous et moi. Ils essayent par tous les moyens possibles de faire évoluer les mentalités et de transmettre le message au niveau étatique pour qu'ensuite ça redescende au niveau des médecins. Et rien que ça me semble être vraiment un effort minuscule. Et rien que ça, de simples citoyens, vous n'arrivez même pas à faire changer les choses pour un truc aussi banal, entre guillemets, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me rend fou, je comprends pas que ce soit aussi compliqué. Et d'un autre côté, on a toujours des hommes politiques qui nous disent oui, oui, on est en démocratie, oui, oui, vous avez le pouvoir. Moi, enfin, ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Un truc aussi simple, quoi. Il suffirait simplement que l'État dise ok, on envoie une affiche A4, A3, j'en sais rien, chez tous les médecins, vous collez ça, c'est une obligation, et ça synthétise le truc du décalotage forcé, rien que ça, sans même parler de la circoncision, juste le décalotage. Enfin, je sais pas, je comprends pas comment c'est possible que ça soit aussi compliqué. Ben, ça, on devrait y arriver, théoriquement. Par exemple, les Allemands sont en avance. Ils ont mis à jour leurs recommandations il y a quelques années. Et donc, effectivement, les interventions sur les enfants ont chuté énormément. Donc, il y a beaucoup moins de circoncisions en fait, pour des raisons médicales, puisqu'on sait qu'il ne faut pas le faire. En cas de prépuce non rétractable, on sait que c'est normal. Ils ont diffusé ça dans leurs recommandations maintenant, tous les pédiatres, les urologues, tout ça. Donc, effectivement, en Allemagne, il y a eu un changement énorme il y a quelques années. En France, on devrait y arriver théoriquement. Donc, c'est juste que voilà, ça prend du temps, l'énergie, et qu'on est une petite association, on n'a pas forcément l'impact, mais on y arrive petit à petit. Donc, ça devrait pas être un gros souci de faire évoluer les choses. Mm. Et donc là, donc c'est ce que Cyril a dit, on a un dossier complet sur le site où on parle vraiment d'une faille de santé donc, qui a touché la France et donc d'autres pays. Et donc il y a vraiment donc, ces deux choses que je peux résumer, c'est des, des croyances sur l'âge du décalotage, donc à cause donc, de croyances du passé, d'erreurs médicales d'il y a un siècle. Il y a cette pensée que à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, le prépuce doit être rétractable et que s'il ne l'est pas, il y a un problème. Donc ça, on sait que c'est faux. Donc il y a encore cette croyance qui fait du mal, puisque beaucoup d'enfants, du coup, à 3, 4, 5 ans, commencent à être embêtés au niveau de leur prépuce, alors qu'il faut les laisser tranquilles. Ça, c'est une première chose. Et en plus, une chose qui s'est greffée là-dessus, c'est le mot phimosis qui a été mis pour désigner les enfants qui ne sont pas rétractables. On dit qu'ils ont un phimosis, alors que c'est un terme pathologique qui n'a pas à être employé pour une situation saine de prépuce non rétractable. Donc il y a une confusion sémantique autour du mot phimosis qui fait que donc, des enfants sont décalotés, sont opérés à tort, ou parfois juste des médicaments, des crèmes, mais c'est des coûts pour rien. Les parents sont inquiets. On a des témoignages très régulièrement de parents
qui nous disent: «J'ai emmené mon fils, à la visite, chez le médecin pour les 9 mois, pour les 2 ans, pour les 3 ans. L'enfant allait très bien et il ressort avec un pénis en sang». Oh Est-ce que le non, mais médecin c'est pas possible. Ça, c'est encore très courant en France, ça paraît incroyable parce qu'on se dit quand même Putain. c'est des choses qui n'existent plus et on a des choses comme ça. Alors par on a été jusqu'à, une maman qui a porté plainte au niveau de l'ordre des Ah médecins. bah putain, On a mais une oui, j'espère bien, hein, putain. Oh putain, ça me casse les couilles d'entendre des conneries comme ça. Sérieux, je suis désolé, vas-y, enchaîne. Ouais, ouais, non, mais c'est terrible parce que c'est des enfants qui, en plus, là, on n'est même pas sur. Parce que, bon, c'est quand même la circoncision de notre sujet, mais là, c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est des parents n'ont rien prévu pour le pénis de leur enfant, ni circoncision, ni rien, qui amènent leur enfant en bonne santé et qui repart avec des soucis. Oui, oui, l'ordre des médecins, donc on a écrit, on a été sur place pour soutenir une audience avec une maman, avec le médecin qui lui dit que bah, c'est comme ça, qu'on lui a appris comme ça, que c'est dans les bouquins que c'est comme ça, qui justifie son geste, alors qu'il blesse l'enfant, quoi. L'enfant arrive en bonne santé, il repart avec un pénis qui saigne, c'est quand même totalement Et anormal. sa justification au médecin, c'était quoi? Enfin, vous avez, il a dit quoi lui Bah, il était un peu coincé parce que c'est-à-dire il risque potentiellement quelque chose, donc c'était difficile pour lui. Donc à la fois il s'excusait auprès de la mère, mais il justifiait son geste en disant mais c'est comme ça qu'on m'a appris. Et effectivement, c'est comme ça qu'on lui a appris. C'est pour ça que le but, c'est surtout pas de dire que les médecins sont nuls ou quoi. C'est qu'en fait, il y a vraiment une faille de santé où les médecins en France et ailleurs, et encore en France en tout cas, une certaine partie, sont victimes d'une formation défaillante. C'est-à-dire que dans dans les livres, encore aujourd'hui en France, il y a des recommandations. Alors, le décalotage, on en sort. Aujourd'hui, sur les jeunes médecins, on contacte, ils nous disent non, non, on sait qu'il ne faut pas décaloter, ça, ils arrêtent. Donc, il y a une évolution au niveau des pratiques, Hmm. ils arrêtent cette histoire de décalotage forcé. Par contre, il y a encore des croyances sur l'âge. Ah, mais à 5 ans, on ne décalote pas. Donc, bon, on ne décalote pas, mais on va mettre une crème. Bon, si la crème marche pas, au bout de 3 semaines, peut-être qu'on va l'envoyer chez un neurologue pour une circoncision. Et du coup, au final, il y a quand même des enfants qui se retrouvent avec des crèmes inutiles ou des circoncisions inutiles parce qu'on pense que leur prépuce est anormal, alors qu'il est normal. Mais oui, enfin, ça me parle d'autant plus c'est que moi j'ai un enfant et effectivement quand il avait 4 5 ans, j'ai le souvenir d'avoir été chez un médecin généraliste et pareil, il m'avait dit que ouais, c'était pas normal, qu'il fallait que je le décalote tous les soirs et qu'il fallait que je mette de la crème et en fait c'est bullshit quoi. Et surtout pas, ouais, ouais, ça c'est. Donc on a vraiment un dossier complet sur le site où les gens peuvent aller voir, donc, qui s'appelle Santé du pénis, décalotage, hygiène, phimosis, circoncision, donc c'est le nom du dossier, qui est en marge de droite, vous le trouverez facilement. Faut vraiment regarder tout ça, vous avez toutes les références, vous avez l'explication de comment tout ça a débuté, toutes les croyances du passé issues du puritanisme anglo-saxon, qui ont conduit à donc tant d'interventions inutiles, et donc ça fait plus d'un siècle que des enfants aux États-Unis, au Canada, en Europe, en tout cas en France, en Allemagne, ça on le sait, en Angleterre bien sûr pendant longtemps aussi, euh, ont été et continuent d'être euh, donc décalotés, subir des traitements inutiles, des opérations chirurgicales, donc des circoncisions, euh, sans raison en fait valable. Là, en fait, après j'arrête hein, sur le décalotage, mais concernant le décalotage, d'après toi, d'après vous, d'après l'association, c'est en bonne voie, quoi. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut être rapide, entre guillemets, quoi, pour que ça change vraiment. Oui, théoriquement, ça, il y aura pas, il y aurait pas, il y a pas de choses qui devraient bloquer, Mm. contrairement à la circoncision où là, c'est un sujet émotionnel, où il y a des pratiques culturelles ancrées depuis longtemps qui fait que les gens résistent. Sur cette histoire de santé du pénis, on parle de santé du pénis dans l'association, on a vraiment un axe centré là-dessus, avec donc la prévention sur le décalotage. Euh, c'est c'est quelque chose qui devrait se faire dans les quelques années à venir, dans les 5 10 ans, puisque ça a déjà commencé en Allemagne, encore une fois, où les Allemands ont mis à jour leurs recommandations. Mm. Donc simplement, il faut que tout notre boulot, il faut que les personnes qui écrivent les recommandations en France, qui écrivent les bouquins, simplement mettent à jour leurs connaissances. Il suffit qu'ils lisent la littérature scientifique pour mettre à jour. C'est juste qu'on n'est pas encore arrivé à cet impact-là. Mais oui, on est plutôt en bonne voie là-dessus, a priori. D'accord. Tu avais évoqué rapidement, alors peut-être que j'ai pas fait attention, mais tu n'en avais pas parlé plus que ça, la faille de santé publique, c'est quoi ça exactement?
toutes les croyances erronées Hmm. sur le prépuce et le développement du pénis chez l'enfant, où il y a D'accord. toutes les croyances erronées dont on a parlé. Ok. Donc on parle vraiment d'une faille de santé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gap, il y a quelque chose ici qui ne marche pas et à résorber du coup. Je souligne un truc quand on Oui. parle des croyances, en pratique, c'est parce que c'est écrit dans les manuels. Moi, j'ai une jeune étudiante infirmière qui me dit c'est marqué dans mon manuel qu'il faut décaloter l'enfant à 2 4 ans, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer non plus les médecins qui de bonne foi le font, d'après ce qu'ils ont étudié dans les manuels. Ouais, 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 mais moi, ce qui me rend fou, c'est que, enfin, vous parlez vous-même d'une faille de santé publique, donc il y a un problème. Vous êtes des citoyens, normalement, vous avez un minimum de pouvoir politique, normalement, comme tout à chacun. Vous avez identifié un problème qui a des répercussions dramatiques sur la vie des Français, et il n'y a aucun retour du politique, quoi. Juste pour ça, juste pour cette histoire de décalotage, il faut attendre que, enfin, en gros, hein, je caricature, mais en gros, il faut attendre que des nouveaux médecins se forment, et encore, apparemment, comme tu viens de me le dire, il y en a dans leur livre de Docteur. formation, c'est écrit ça. Enfin, moi, vous avez l'air serein, les gars, hein. Moi, je suis scandalisé, hein. Je sais pas comment vous faites pour rester calme, parce que, enfin, je sais pas, des gens, des citoyens, Mais on est ça, censé être en démocratie. c'est une question importante que tu viens de souligner, c'est la colère. Quand on est dans ce combat-là, on essaye de redescendre un peu parce que on est toujours en colère, évidemment. Là, pendant qu'on est en train de se parler, par exemple, sans parler du décalotage, il y a des enfants qui subissent des circoncisions tous les jours. Voilà. Ouais, ouais, ça, effectivement. En France, ou dans le monde? Ah, dans le monde entier, dans le Ouais. monde entier. Mais bon, ça, la circoncision, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet connexe quand même. Parce que ce que disait Nicolas tout à l'heure, Mm. c'est que des parents, et je l'ai entendu encore l'autre fois sur certains lives, des parents qui pensent que leur enfant a un problème de phimosis parce que c'est ça qu'on nous dit. Mm. Si un enfant ne décalote pas, il a un phimosis, donc bah, il faut le circoncire. Donc voilà, il y a beaucoup de circoncisions qui sont sur des mauvais diagnostics. Et alors, c'est pas fini pour les scandales, parce qu'après, on va parler d'autres types de circoncisions, mais c'est souvent sous le couvert d'un diagnostic de phimosis. Ça, c'est un point important, oui, Ouais. on a oublié de parler, mais effectivement, la confusion sémantique autour du mot phimosis, ça permet à des parents qui trouvent un médecin conciliant de faire passer une circoncision religieuse pour médicale, parce que le Ouais. médecin va mettre phimosis sur le certificat, et parce que le prépuce ne se rétracte pas, ce qui est normal, mais il va mettre phimosis, et ça va passer aux frais de la Sécu, et la circoncision va être remboursée. Ça, c'est un classique. Pour le coup, ça, tout le monde est au courant, et là, pour le coup, ça bloque parce il y a clairement un malaise au niveau des institutions à ce niveau-là. Ça, c'est un grand classique. D'accord. Du coup, si, enfin, je pense on va transférer le débat vers la circoncision, parce qu'il me semble concernant le décalotage, enfin, tout ça, je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous voulez rajouter deux, trois trucs, il n'y a pas de souci. Non, bah allons-y, de toute façon, on verra bien. Ouais, parce que, enfin, j'imagine, moi, ça va me rendre fou, parce que déjà, juste ces histoires de décalotage, ça me paraît être un problème très simple à résoudre politiquement, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont été capables d'envoyer des petits cahiers comme quoi les JO vont commencer à tous les enfants à toutes les écoles de France. Ça doit pas être compliqué de faire pareil pour le décalotage. Putain, quoi. Putain, il va falloir que je mette des bips dans la vidéo, quoi. Ça, Bref, bon. Après, il y a une autre dimension, alors là, je vais parler en mon nom, mais Ouais. par rapport au décalotage forcé, c'est la dimension, quand certaines victimes le ressentent, c'est la dimension de l'agression sexuelle. C'est-à-dire qu'on touche à des parties intimes. Moi, je l'ai vécu. Je me suis retrouvé, le médecin m'a dit devant mes parents, donc dans le cabinet, de descendre mon slip. Et puis là, voilà, j'ai pas eu même pas de mots pour me rassurer ou quoi que ce soit. Ça a été direct. Donc moi, je l'ai vécu comme une agression aussi, comme une agression, enfin une humiliation, quoi, parce qu'on se retrouve tout nu, voilà, Ah et oui, on ouais. touche à une partie intime. Par contre, là-dessus, il faut être prudent parce qu'effectivement, ça n'est pas vu par la loi comme une agression sexuelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais n'empêche que,
pour les victimes, c'est vécu souvent comme une agression sexuelle. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Oui, ça peut être au minimum une humiliation. C'est vrai, ce genre de pratique, oui, clairement. Mais en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression que ça change. Pour avoir emmené quelquefois mon fils à l'hôpital, j'ai été surpris de voir le personnel médical qui lui demandait est-ce que je peux enlever ta culotte, est-ce que je peux toucher là, et ça, j'ai vraiment l'impression que ça évolue, quoi, et c'est vraiment une bonne chose sur ce côté-là précisément. Du coup, concernant la circoncision, est-ce que tu saurais me dire finalement d'où ça vient toutes ces histoires de couper une partie du zizi, enfin pour être poli, quoi. Alors, moi je suis pas spécialiste en histoire de la circoncision, mais ce que je peux te dire, c'est que l'origine est pas clairement définie. En tout cas, c'est bien antérieur au judaïsme et à l'islam, hein, les premières traces sont retrouvées dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne. On ne sait pas concrètement pourquoi ça a commencé. Il y a toutes sortes de raisons avancées, donc des rites de fertilité, des rites de passage à l'âge adulte. Il y a d'hypothèses, plein de choses qui existent. En tout cas, ça a commencé il y a très longtemps. C'est évidemment très important dans le judaïsme puisque ça symbolise l'alliance avec Dieu. Dans l'islam, c'est pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths. Donc c'est moins, on va dire, c'est moins ancré religieusement. C'est Ouais. plus quelque chose qui est quand même, enfin qui est quand même fort, mais il y a quand même des personnes qui, voilà, ça dépend des courants, mais globalement c'est de toute façon culturellement ancré. Donc, en fait, pour donner un schéma, il y a 4 grands segments de circoncision. Euh, Aujourd'hui, il y a 4 grands segments. Il y a la circoncision musulmane, juive, ancestrale, donc notamment en Afrique où c'est encore des traditions des rites de passage à l'âge adulte. Et puis la circoncision dite médicale, qui est en fait la circoncision pratiquée essentiellement encore aux États-Unis, dans les premiers jours de la naissance chez l'enfant, où donc là c'est pour des raisons dites de prévention, en tout cas à l'origine c'était ça, mais aujourd'hui c'est devenu une coutume finalement. Aux États-Unis c'est une sorte de coutume de la naissance, et c'est encore majoritaire dans ce pays-là. Et en France, peut-être que je me trompe, mais en France, c'est accepté par l'État français, ce genre de pratique? Alors, en France, la circoncision n'a pas de fondement légal, mais le Conseil d'État en 2004 avait rendu un rapport en expliquant ça. Et en gros, l'idée c'est que c'est pas légal, mais c'est admis, c'est une tolérance en fait. Il y a une tolérance, et en fait personne ne veut vraiment se mettre sur ce sujet parce que ça Attends. attire que des ennuis. Ouais, Donc, du coup, je m'arrête sur le mot tolérance. Ça veut dire qu'il y a une tolérance pour accepter que des enfants subissent des mutilations génitales, c'est ça? alors, en fait, la réalité n'est pas vue comme ça par tout le monde, bien sûr. Donc, disons que la réalité du terrain, c'est qu'en France et ailleurs, euh, il y a des communautés qui pratiquent la circoncision pour des raisons donc de religion, de culture, de tradition. Et il y a, quoi qu'on en pense, effectivement, depuis, il y a pas d'interdiction. Donc, personne ne veut s'en occuper, il y a un trou, les politiques ont peur de s'en occuper, et donc oui, c'est toléré. C'est-à-dire qu'il y a personne s'est officiellement prononcé pour dire oui, oui, mais c'est-à-dire que quand la question vient sur la table, c'est arrivé à l'Assemblée, il y a aussi Hollande qui avait fait une lettre là-dessus. À l'époque, en gros, les politiques s'empressent de dire non, bien sûr, on respecte le droit des religions, et donc les communautés peuvent continuer à Ah pratiquer ouais. Ouais, ouais, donc on respecte la le religion. droit de mutiler des Mais enfants. Très bien, mais c'est super. Enfin, vous êtes au calme, quoi. Enfin, je comprends pas, quoi. Et c'est quoi le alors, motif qu'ils invoquent ces mecs-là pour dire non, non, attendez, calmez-vous. Enfin, si je veux dire, euh, c'est quoi la peur? Enfin, pourquoi? C'est politique, parce que en fait, dans le droit,
Je pense que Nicolas, enfin, on pourra préciser ça avec des sources si tu veux, mais dans le droit, d'abord, il y a le droit de l'enfant, de la protection de l'enfance, mais il y a aussi le fait que normalement, on ne peut pas faire une intervention médicale, chirurgicale, si ça n'est pas une nécessité impérieuse ou absolument Eh ben indispensable. voilà, ça Voilà. déjà, ça devrait en Eh bien, calmer. en fait, pardon? Je dis ça déjà, ce que tu viens Oui, de me citer là, c'est dans la loi, donc les gens qui font ça, ils sont Oui, hors la loi, je attends, sais pas. je finis. Ah, Bien sûr, excuse-moi. mais c'est très compliqué au niveau politique. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, les groupes religieux sont des communautés importantes et que tu le vois bien d'ailleurs sur d'autres débats, et ça n'est pas le nôtre, hein, ce débat-là, mais sur d'autres débats, quand on parle de l'abaya, de la laïcité à l'école, quand on parle du voile, etc., voyez bien tout ce que ça a comme effet au niveau politique, au niveau de la société. C'est une bombe, ces sujets-là sont des bombes. Donc si demain tu dis, appliquons la loi qui est là, hein. Il y a des textes de loi, hein, qui devraient interdire, de facto, qui interdisent normalement l'acte de circoncision sans nécessité absolue, puisque c'est un acte chirurgical qui est en plus pratiqué par des personnes qui ne sont pas dans le métier médical ou de la chirurgie. Et, euh, et en fait, si tu dis, bah, arrêtons la circoncision parce que dès demain, tu vas voir qu'on va, enfin voilà, politiquement, c'est intenable. C'est, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de réactions très vives. Et c'est pour ça que les politiques, en fait, ne se saisissent pas du sujet, parce qu'ils en ont peur. Et puis parce que c'est un électorat aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué que Moi, ça. ça me dépasse. Là, on est en 2024. On est censé avoir une putain de séparation entre l'Église et l'État. Donc, quand j'écoute, ils ont peur, mais qu'ils aillent mourir, putain, qu'ils aillent mourir. Moi, enfin, ça me alors, saoule, quoi. Ça me saoule. J'ai rien contre vous, hein. Y a pas de. C'est juste que moi, je suis pas non, non, habitué à mais écouter tout ça, quoi. là, voilà, c'est une réaction que tu peux avoir, que beaucoup de gens ont de colère quand on entend ça. Mais en fait, nous, on a une approche réaliste. Alors d'ailleurs, je dis un truc très important qu'on a les gens peut-être pas bien compris. Droit au corps n'appelle pas à une loi spécifique sur le sujet ou à faire. On n'est pas. Nous, on est dès le début, quand on a commencé à s'intéresser à cette question, à se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Euh, on a décidé d'adopter une approche qui n'est pas dans la confrontation. Parce que en fait, ça ne fonctionne pas, c'est pas souhaitable, et que tu vas créer plus de souffrance qu'autre chose en fait. Donc, c'est pas réaliste aujourd'hui de dire allez, demain on vote une loi qui interdit la circoncision à moins de 18 ans par exemple, et puis tout va bien se passer. C'est pas du tout réaliste en fait, ça c'est vouloir appliquer une solution simple sur un problème compliqué, hautement compliqué, et ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que, pour donner petite vision globale sur, dans le monde aujourd'hui, où en sont les initiatives concernant l'interdiction de la circoncision des enfants, on observe qu'il y a eu plusieurs initiatives, notamment en Europe, et que, en fait, la circoncision en ressort renforcée. Donc en 2012, en Allemagne, il y a eu un tribunal à Cologne qui avait émis donc un jugement qui était défavorable, qui disait que c'était pas dans l'intérêt de l'enfant, c'était une circoncision d'un enfant de 4 ans qui s'était très mal passé, enfin voilà. Putain, mais 4 ans, mais merde, mais laissez les gosses tranquilles, quoi. Putain, vas-y, Ouais, enchaîne, voilà, je suis c'était désolé. en tout cas Et bah, ce qui s'est passé, en fait, c'est que du coup, ça a fait tout un débat là-bas, donc c'est en 2012, hein, les gens peuvent retrouver, il y a eu plein d'articles, enfin, en France, on en parlait un petit peu, pas tant que ça, mais là-bas, c'était vraiment le gros débat, la circoncision, qu'est-ce qu'on fait, etc. Les médecins ont commencé à avoir peur de circoncire parce que de peur que ça fasse jurisprudence, enfin bon. Au final, ce qui s'est passé, pour le coup, c'est terrible, mais on peut comprendre, c'est que Angela Merkel s'en est mêlée publiquement, et elle a dit je ne veux pas que l'Allemagne soit le premier pays à interdire la circoncision. Avec toute l'histoire, enfin, sous-entendu, avec toute l'histoire qu'on a, effectivement, puisque dès que tu commences à vouloir mettre une pression sur la circoncision, les communautés musulmanes et juives qui la pratiquent, en tout cas en Europe, c'est essentiellement ces communautés, forcément vont défendre leur pratique. Et donc, avec l'histoire de l'Allemagne, on peut comprendre que Merkel a eu peur. Alors, ça aurait été pourtant magnifique que l'Allemagne protège les enfants, tous les enfants, qu'ils soient juifs ou autres. Mais politiquement, c'était intenable.
Donc ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'il y a eu une loi qui en fait a protégé la circoncision et a renforcé la circoncision. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas médecin, donc un circonciseur traditionnel, a le droit de circoncire un enfant. Donc, alors ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, la circoncision, on est ressorti renforcé. Et pareil au Danemark, il y a quelques années, il y a eu une initiative Attends, je citoyenne. te coupe 2 Donc, secondes. pas que- Ça veut dire qu'il y a, Vas-y, ouais. ils ont essayé de protéger les gosses, et en retour, maintenant, il y a une loi qui dit, bah, vous avez le droit. Oui, la circoncision a été, on est ressorti, oui, renforcé, protégé en Allemagne suite à ce débat, Mais comment c'est effectivement. possible? C'est pour Putain, ça que l'approche, juste, tu mets un parce texte, que, c'est interdit, et c'est interdit. Il y a pas de, tu vois, enfin, je sais pas. alors, je peux donner le cas danois, qui est Ouais. intéressant aussi, et qui montre que clairement, une approche par la loi n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, en Allemagne, au Danemark, pardon, il y a quelques années, il y a une initiative citoyenne. Donc là-bas, tu sais, c'est pas comme chez nous, il y a en fait il y a une démocratie qui est un peu différente où les citoyens, quand tu obtiens tant de signatures pour un sujet, eh bien l'État doit, enfin le gouvernement doit regarder et doit prendre une décision. Enfin, donc j'ai pas les détails exacts, mais tu sais, c'est un peu comme en Suisse. Donc du coup, l'association Intact Denmark, qui est donc une association là-bas qui lutte contre la circoncision des enfants, a lancé cette initiative citoyenne. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que ça a très bien commencé en termes en tout cas de réception de l'opinion publique, puisque on avait des taux de 70% à 80% des Danois qui soutenaient l'initiative, hein, donc qui soutenaient le fait d'interdire la circoncision aux moins de 18 ans. Donc c'était clairement soutenu par la population. Là-bas, il y a très peu de circoncision, et donc les gens sont contre la circoncision de base, donc ça leur paraît Oui, oui. aberrant. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement américain a interféré avec le processus démocratique danois. Mais qu'est-ce qu'ils viennent Et foutre les là-dedans? ambassadeurs. Alors, du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé. Aux États-Unis, bah, je reparlerai peut-être après en zoom. Là, je te fais juste une Ouais, ouais, parenthèse. Mais ouais, aux ouais. États-Unis, la circoncision est très répandue et encore majoritaire depuis donc plus d'un siècle. Euh, et donc, c'est fortement ancré là-bas. Et donc, les Américains cherchent à protègent cette pratique depuis longtemps. Et du coup, les ambassadeurs américains ont rencontré l'association Intact Denmark. Ils ont fait une pression sur le gouvernement danois en disant que si la circoncision était interdite, il y aurait des sanctions américaines. Et ils ont enfin, vraiment clairement fait une pression. Et en plus, il se trouve que les services de renseignement danois, de toute façon, ont estimé que si demain la circoncision était interdite, on atteindrait un niveau de menace terroriste au moins égal, voire supérieur à la situation avec les caricatures du prophète à l'époque. Quoi? Euh, Mais qui a dit ça? les services de renseignement danois, et donc américains aussi, ont estimé, sans doute à raison d'ailleurs, puisque si tu t'attaques à cette pratique aussi fortement ancrée, il y aura probablement, il y a toujours une ultra minorité d'activistes qui vont faire des menaces, etc. Donc c'est pas délirant d'avoir dit ça, mais il y a carrément une peur, en fait, une peur de menaces terroristes, une peur comme disait Cyril, hein, c'est une bombe ce sujet. Hein. De toute façon, dès que tu parles de circoncision, tu vois les réactions, c'est fou. Donc, fait que la circoncision, on est ressorti renforcé à chaque fois. Donc en fait, vouloir interdire aux gens d'exercer une pratique que eux considèrent comme bonne, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et tu sais ce qu'on dit, il y a une pratique qui est, comment dire, qui subit une répression. Bah, dès que possible, elle reprend son envol et les gens se remettent à circoncire dès qu'ils le peuvent. Donc Ouais. de toute façon, nous, on a droit au corps dès le début. On n'a jamais voulu aller sur ce terrain-là, parce que ça nous paraît totalement irréaliste. Parce que de toute façon, on connaît bien le sujet. Dans l'association, évidemment, il y a des personnes de toute communauté, des juifs, des musulmans. On parle avec des personnes qui sont pour, qui sont contre. Et c'est une approche légale comme ça, de dire on va interdire votre pratique là que vous faites. Ça, c'est une approche confrontationnelle qui ne peut pas fonctionner, en tout cas aujourd'hui, dans le monde actuel. Oui. Donc Bah, probablement que si un jour il y a une loi sur le sujet, ce sera quand 90% des musulmans et des juifs ne circonciront plus. oh Aujourd'hui, là c'est là, l'inverse, mais c'est une 90% impasse, quoi. circoncisent. C'est une impasse, ce truc-là. Mais en plus, attends, au Alors, Danemark, tu viens de me dire pour ton exemple là, que la population, globalement, elle était favorable à son interdiction. Donc, que culturellement, il n'y avait rien d'ancré, quoi.
Et malgré ça, malgré le fait que globalement la population générale voulait protéger les enfants, c'est la seule chose qu'ils voulaient faire, c'est protéger les gosses. Et malgré ça, il y a eu des entre guillemets des menaces. Enfin, ils ont quand même prévu des menaces de certains religieux parce qu'on toucherait à leur rite culturel ou cultuel quoi. Enfin, ça me rend. Politiquement, c'est pas possible. Bon, voilà. Oui, L'expérience de ces 10 dernières années montre que politiquement, au niveau de l'approche légale, c'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Et de toute façon, les gens ça risque d'être contre-productif, et c'est le cas. Ce qu'on a vu, c'est que les communautés, il y a un repli, et finalement, tu n'y arrives Je- pas, en fait. Enfin, ouais, mais enfin, ça me paraît quand même dingue parce que même pour le cas du Danemark, là, eux, de ce que tu m'as dit, ils voulaient même pas interdire la circoncision, ils voulaient juste mettre la circoncision à 18 ans. Qu'est-ce que ça peut leur foutre d'attendre 18 ans? Putain de merde. Oui, parce que Ju- effectivement. Justement, je voulais revenir là-dessus parce que tu l'as touché du doigt un petit peu, Nicolas, mais nous, on n'est pas pour interdire la circoncision. Il y a deux choses qu'on veut voir, nous. C'est que, alors déjà, si circoncision il y a, que ça soit fait dans avec de bonnes pratiques encadrées, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de circoncisions. À l'enfant le droit de disposer de son corps quand il sera en âge de conscience, c'est-à-dire que comme la circoncision est un acte, et on pourra y revenir, mais un acte irréversible, c'est de dire laisser l'enfant choisir quand il sera en âge de conscience, c'est-à-dire pourquoi pas 15 ans, 16 ans, je ne sais quoi. Et puis, par contre, faut quand même, et donc on n'a pas parlé de ça, c'est le plus important, c'est le consentement, c'est la question du consentement. La deuxième chose que je voulais dire, parce qu'il faut être prudent là-dessus, attention, il ne faut pas faire d'amalgame et de généralité en disant que en face de nous, il n'y a que c'est que un problème religieux et c'est que les communautés religieuses. Ça serait une erreur de le penser. Parce que la circoncision, c'est encore plus complexe que ça. C'est que même si il n'y avait que les religieux, enfin, si on pense comme ça, c'est oublier que derrière, il y a un marché aussi. Par exemple, si demain on dit on arrête la circoncision et on contrôle que les circoncisions rituelles ne soient pas faites sous couvert d'un diagnostic de phimosis par des urologues, en fait, eh ben, tu prives déjà pas mal d'urologues de leur gagne-pain. C'est-à-dire qu'il y a des urologues qui se font de l'argent avec ça. Ah oui. Ensuite, il y a les sites, je t'en ai mis un dans la conversation, pour exemple, des sites qui font leur beurre aussi sur la circoncision à domicile, carrément. Et puis, il y a aussi d'autres choses encore plus saugrenues qu'on n'imagine même pas, c'est que dans certains pays, je pense notamment en Corée et puis aux États-Unis, on récupère les prépuces après circoncision pour en extraire des cellules souches pour euh, diverses pratiques louables ou moins. Alors, il y a des projets à partir de cellules souches de reconstruction de la peau pour les grands brûlés, par exemple, mais on retrouve aussi ces cellules souches dans des produits cosmétiques. C'est complètement dingue. Ah oui, après, effectivement, enfin, j'ignorais complètement ce business de prépuces là, les prépuces qui se revendent. Enfin, bah après, si c'est fait sur des adultes consentants, bon bah vas-y, fais-toi plaisir, revends mon prépuce, et voilà, tu vois, mais sur des gosses, et surtout, enfin, Non, pour mais les gens. c'est juste pour te dire, voilà, c'est la question du consentement, et c'est pour te dire que Oui, le marché va être difficile à arrêter parce qu'il y a un marché, il y a un business, ouais, ouais, justement. mais après, enfin, je veux dire, c'est comme, tu vois, c'est un peu comme ouais, finalement, c'est un peu comme la cigarette, quoi. C'est-à-dire qu'on ferait mieux de l'interdire, mais si on l'interdit, ça crée un business parallèle. Ouais, ouais, ça me paraît Alors, compliqué. pour peut-être pour, pour finir sur la stratégie, parce qu'on a expliqué pourquoi l'approche légale aujourd'hui ne fonctionnait pas, en tout cas dans les faits, et pourquoi nous, on ne trouvait pas ça réaliste. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Parce que du coup, tu vas peut-être nous demander, mais du coup, vous n'êtes pas pour une loi, donc comment vous agissez? Donc, nous, on a une vision que j'invite les gens à aller lire, donc la vision de droit au corps, qui s'intitule La voie de la compassion. Donc, comme je disais tout à l'heure, dès le début, on a fait le choix de ne pas aller dans la confrontation, et d'aller dans la compassion. C'est-à-dire qu'en fait, on prend en considération que les gens, enfin la pratique des gens, la culture des gens. Et l'idée, c'est de viser l'évolution culturelle. C'est-à-dire que notre objet, c'est de promouvoir l'abandon de ces pratiques. C'est-à-dire que
par l'information sur ce qu'est le prépuce, sur les complications de la circoncision, sur les témoignages qu'on entend, sur les avancées de la science. Nous, on essaie de convaincre les gens que c'est une mauvaise idée de circoncire leur enfant, parce que ça peut les faire souffrir euh, lors de la circoncision, mais aussi plus tard et pour toute la vie. Il y a des gens qui souffrent de leur circoncision. Et donc, on est sur une démarche de dialogue, d'argumentation, d'échange sincère. Et donc, l'idée, c'est que les personnes abandonnent par eux-mêmes la pratique. Et de ne pas les forcer, puisque quand tu forces, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais là, c'est pharaonique. Enfin, Donc, pour ça ça, ça on se a fera sur des lancé. générations, ce que tu me dis, la manière dont vous faites, non? Alors, tout dépend de qui s'intéresse à ce sujet, des forces qui se mettent là-dedans, est-ce que les médias en parlent, est-ce qu'ils veulent pas en parler, est-ce que des politiques courageux prennent le sujet aussi, est-ce que personne n'en parle. Tout dépend de ça. Nous, en tout cas, à notre niveau, on voit que sur le terrain, ça fonctionne, en tout cas, qu'il y a quelque chose à faire, puisque sur chaque salon qu'on fait, sur chaque rencontre qu'on fait, on a à chaque fois des gens très réceptifs. Donc quand on fait des salons pour les parents, par exemple, typiquement on fait ça sur Paris, donc on croise beaucoup de parents d'origines très diverses, et on croise une bonne partie de personnes qui circoncisent pour des raisons religieuses ou culturelles. Eh bien, les gens sont extrêmement intéressés. Les gens déjà apprennent totalement ce qu'est le prépuce, ils ne savaient pas. Ils apprennent que la circoncision, que des gens en souffrent, qu'il y a des complications, donc ils réalisent. Et certains réfléchissent, on ne sait pas s'ils vont le faire ou pas, mais en tout cas, ils sont très contents d'avoir l'information, ils nous remercient. Et certains, clairement, arrêtent. Et donc, voilà, nous, on est sur ce créneau-là. On a lancé en 2019 un appel au débat. Et donc, je reviens sur ce que disait Cyril. Effectivement, l'argument majeur, c'est le consentement. L'appel s'intitule, donc c'est un appel pour ouvrir un débat public sur les conditions du consentement à la circoncision. Les conditions du consentement, donc c'est vraiment la chose importante. Et d'ailleurs, par honnêteté intellectuelle, nous-mêmes, on ne prend pas position. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant on va faire un débat, mais voici ce qu'il faut faire. On ne dit pas c'est 18 ans, c'est 16 ans. Donc nous, dans le droit au corps, il y a des gens qui ont des opinions diverses sur le sujet. Il y a des gens qui sont quand même sur un âge, d'autres qui sont plutôt sur il faut que faut que la personne ait eu par exemple ait eu un âge d'avoir des relations sexuelles ou Oui. pouvoir décider ensuite s'il veut se priver de cette partie du corps puisqu'il y a un rôle sexuel. Donc peu importe, il y a plein de choses. En tout cas, nous, on lance le débat. On appelle les gens à un débat public sur les conditions du consentement à la circoncision. Et le but, c'est que tout le monde se mette autour de la table. Toutes les personnes qui pratiquent la circoncision, les personnes qui sont contre, les victimes, les gens qui sont très contents de l'être, tous les gens autour de la table, et qu'on essaie de voir comment faire pour arriver à un consensus pour le moins de souffrance possible, en fait. Et donc on verra bien ce qu'il en ressortira. Donc nous, on fait ça, c'est notre credo, et puis ça, pour l'instant, ça prend plus ou moins en fonction des gens qu'on rencontre. En tout cas, sur le terrain, de ce que j'ai compris, ça semble être une bonne nouvelle, avec votre manière de faire qui est plutôt en mode bisounours, entre guillemets, hein, je schématise, mais ça a l'air de fonctionner même chez des gens qui sont influencés culturellement ou même culturellement, qui sont très ancrés dans la culture de cette pratique-là. Et vous, avec simplement votre discours et vos connaissances sur le sujet, vous arrivez à en rattraper certains, entre guillemets, c'est ce que j'ai compris. Hein. Je Ce qu'il veux bien faut. répondre. Je veux bien Ouais. répondre. Parce qu'en fait, il y a un point qu'on n'a pas abordé. On a parlé de ceux qui étaient pro-circoncision et pourquoi ils le faisaient. Et on a parlé des professionnels dans le médical qui le font de bonne foi par rapport à ce qu'ils ont lu dans leur manuel. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le débat public. Et en fait, pourquoi ça marche c'est parce que justement, on éduque le public qu'on rencontre sur les salons sur ce que sont les croyances sur l'hygiène, parce qu'il y a beaucoup de croyances là-dessus, des mauvaises croyances, et puis aussi sur les fonctions très importantes du prépuce. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que quand il y a des personnes qui me disent, ça me met très en colère, qui me disent oui, mais le droit au consentement, un enfant n'a pas le droit au consentement puisqu'il n'est pas en âge de donner son consentement. Donc ça veut dire que si vous m'interdisez de faire, si vous me dites que la circoncision c'est pas bien, alors pourquoi je ferais vacciner mon enfant? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport.
Pourquoi? Parce que le vaccin, on le sait aujourd'hui, les vaccins ont fait disparaître des maladies de la planète qui reviennent depuis que d'ailleurs on a des antivax qui ne veulent pas vacciner leurs enfants. Et en plus, un vaccin, on doit le faire tout de suite, alors que la circoncision, ça peut attendre. Ça peut attendre. On peut demander à l'enfant quand il sera grand ce qu'il en pense et choisir de lui-même. Et enfin, je finis avec tous ces propos fallacieux sur l'hygiène. Quand on discute sur les réseaux sociaux avec le grand public, c'est fou. On parle d'hygiène, on parle d'esthétique. Il y a des filles qui sont capables de nous dire: ah ouais, moi je préfère les circoncis, je trouve ça plus joli. C'est incroyable. Enfin, moi je trouve ça assez hallucinant. Et puis sur la question de l'hygiène, il faut battre en brèche. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Michou, mais regardez les commentaires qu'il y a sur le smegma, sur etc., etc. C'est le prépuce, ses fonctionnalités comme le smegma, sont méconnues. Donc il faut arrêter de dire que la circoncision c'est bon pour l'hygiène, et comme c'est bon aussi soi-disant, ça aussi c'est un sujet que pourra étayer Nicolas, contre les IST, c'est faux, archi faux. Ouais. On ne peut Alors, pas avoir les choses comme ça. pour que les gens qui nous écoutent comprennent concernant Michou, en gros, sur une de ses vidéos, il a dit, avec un pote à lui sur une de ses vidéos, que lui, il se décalotait pas sous la douche. En gros, hein, c'est ça, hein, si je résume, hein, c'est ça? Bah, en fait, les gens avaient l'air surpris, mais je t'ai envoyé le lien, tu regarderas la Ouais. vidéo. Quand il disait je décalote pas, il disait si quand même je décalote. Bah oui, quand il fait sa toilette, enfin bon bref. Mais parce que quelqu'un qui est intact et qui est donc non circoncis, qui a son prépuce, n'a pas besoin de se décaloter toute la journée. Non. On est non circoncis, on est intact, on a un prépuce qui sert justement à protéger le gland tout au long de notre vie, toute la journée. Donc évidemment que, bon, on fait sa toilette, on décalote sous la douche, évidemment, pour nettoyer le surplus de smegma, s'il y en a, mais c'est naturel. Et Nicolas veut prendre la parole, je crois. Ouais, en fait, ce à quoi Cyril fait référence, c'est qu'il y a beaucoup de body shaming, donc dans les pays où les personnes circoncises, on retrouve systématiquement, en fait, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, Excuse-moi, c'est dur, hein. rapidement, c'est quoi le body shaming? Parce que les gens ne connaissent peut-être pas. Eh ben, c'est un terme, oui, alors comment le traduire en français? En fait, c'est d'embarrasser quelqu'un, par rapport à quelque chose de naturel chez lui, enfin, par rapport à Ok. son corps. Donc par exemple, Donc c'est les c'est di bien, c'est bien ce que subit Michou, voilà. par exemple, oui, les gens qui sont gros, qui se font insulter parce qu'ils sont gros, voilà, c'est du body Ok. shaming. Ou une fille qui a dit qu'on va dire: «Ah, tu des petits seins» ou machin, bon, donc mettre la pression sur les personnes par rapport à leur corps. Ok. Et donc sur la circoncision, oui, c'est assez commun. Alors dans les 2 sens, puisque par exemple, typiquement, hein, une cour d'école dans laquelle tu vas avoir 2-3 circoncis et tous les enfants, le reste qui ne le sont pas, les circoncis peuvent être moqués. À l'inverse, si des personnes ont un prépuce et que la norme n'est de ne pas en avoir, en tout cas qu'il y a une partie des gens qui n'en ont pas, les gens qui ont un prépuce peuvent être moqués. Donc ça, effectivement, c'est malheureux de voir ça, parce que souvent on voit ça sur des forums ou des commentaires d'adolescents. Et ce qui est terrible, c'est que des personnes qui ont un prépuce, pour qui tout va bien, en viennent à se dire: ah mais mince, peut-être que je vais me faire circoncire. Ils disent que c'est mieux, les autres, ils se moquent de moi. Donc bon, ça c'est malheureux, mais c'est les cours d'école, hein, donc ça a toujours existé. D'ailleurs, Jordan, tu verras les commentaires sur le post de Bouzy, justement, au sujet de Michou, et édifiant. C'est-à-dire qu'on voit que les propos sont tellement négatifs par rapport à ceux qui ont leur prépuce, le smegma, etc., que en fait, les gamins qui parlent dans les commentaires en deviennent complètement complexés. Ils disent: ah bah du coup, c'est comme le complexe de la petite teub, quoi. C'est-à-dire, on a fait tout un truc à travers les pornos, etc., qu'il faut avoir des gros zizi. Et du coup, bah, ça crée beaucoup de complexes chez les adolescents. Et c'est un âge critique en plus. Et là, je vois en fait le public sur ces chaînes-là, donc Bouzy et compagnie, ce sont des adolescents et des préadolescents. Et quand ils lisent tout ça, ils se posent la question de se circoncire parce qu'ils sont vraiment complexés. Et c'est grave, c'est très grave. Le monde marche sur la tête. Oui. Et peut-être, oui, ce qu'il faut, en fait, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'ignorance en premier lieu sur le prépuce, en fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait un peu de notre stratégie. C'est intéressant. On a pu voir aussi ça avec d'autres mouvements dans d'autres pays. C'est qu'au final, c'est tellement compliqué de parler de circoncision.
que beaucoup en viennent à... Bon, ils continuent à en parler, bien sûr, hein, faut en parler, on parle des complications, tout ça, mais finalement, un point d'entrée qui est super, c'est de parler du prépuce et d'expliquer ce que c'est que le prépuce, à quoi ça peut servir. Alors, si tu veux, on peut en parler maintenant, un Oui, petit peu. oui. Alors, juste avant que j'oublie, après je te laisse effectivement en parler. Avant que j'oublie rapidement, je viens d'avoir une idée. Après, peut-être que c'est réalisable, peut-être pas du tout. Mais je vois Thibaut InShape, par exemple, lui, il aime bien parler avec des associations, des gens qui évoquent des sujets un peu touchy, tu vois. Et je me dis, pourquoi pas essayer d'envoyer des mails à son attaché de presse, tu vois, par exemple, ou à quelqu'un pour lui demander s'il veut faire un entretien avec vous. Et là, ça toucherait plein de monde, quoi. Et vu la manière dont vous vous exprimez, vu la manière dont tu prends les choses, là, vraiment, tu es en mode bisounours, je pense que ça peut être bien reçu. Donc, je sais pas si vous avez déjà essayé de contacter des gros youtubeurs, carrément, par exemple Thibaut InShape, mais je pense que c'est un bon move, hein, ce truc-là. Ah, après, peut-être que j'imagine des trucs qui sont infaisables, tu vois, j'en sais rien, mais c'était juste Non, bien au cas sûr, où. moi, je connais pas spécialement, mais bien sûr, on est ouvert pour aller parler avec cette personne si l'intéressait. Bien sûr, ouais, on essaie. Bah, on commence d'ailleurs de plus en plus avec toi encore une fois. Ici, ce soir, voilà, la parole se répand et c'est des sujets qui commencent à percer, donc c'est bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le dire vite, puisqu'on n'a pas les schémas, c'est compliqué que les gens se visualisent, mais le prépuce, donc c'est une structure anatomique complexe qui est construite d'une double couche. Une couche externe qui est de la peau et une couche interne qui est de la muqueuse. Donc, comme les paupières, par exemple, d'un côté il y a de la peau, de l'autre côté c'est de la muqueuse. Euh, c'est une partie. Alors, il y a aussi, euh, on entend souvent que c'est un petit bout de peau inutile. Alors en fait, c'est ni inutile, c'est ni petit en fait, puisque ça représente entre un tiers et la moitié de la peau du pénis au total. Puisqu'effectivement, quand tu le déplies, quand tu as la partie externe, la partie interne, c'est une surface de peau qui, chez l'adulte, correspond à peu près à la paume de la main. Donc c'est environ 50 cm² en moyenne, et ça peut atteindre même beaucoup plus. Ça dépend évidemment des personnes, ça dépend de où la circoncision est faite. Mais globalement, le prépuce représente la taille d'une carte d'identité, et correspond à un tiers à la moitié de la peau du pénis. Donc c'est pas du tout un petit bout de peau, c'est une quantité considérable de tissu qui est enlevé lors de la circoncision. Et donc il a au moins deux fonctions majeures, une fonction sensorielle et une fonction mécanique. Alors sensorielle parce que c'est la zone la plus sensible du pénis, la zone la plus sensible au toucher. Donc il y a eu des études qui ont été faites, des observations au microscope depuis des décennies, et on sait que le prépuce concentre l'essentiel des récepteurs sensoriels du pénis, notamment au niveau d'une partie précise du prépuce, qui est difficile à expliquer à l'oral sans les schémas, mais en gros, si vous imaginez un pénis où le prépuce recouvre le gland, et bien sur la face interne du prépuce, donc sur la partie muqueuse, vers l'extrémité du prépuce, il y a un anneau de muqueuse particulier, donc qui n'est pas comme le reste de la muqueuse, mais qui est strié, donc que les anatomistes ont appelé la bande striée. Donc cet anneau de muqueuse qui est à l'extrémité du prépuce et qui fusionne dans le frein, concentre l'essentiel des récepteurs sensoriels du pénis. Et donc c'est une partie hautement sensible. Et donc des anatomistes, et notamment Kenneth McGrath, qui est donc, un spécialiste du prépuce, considère que c'est l'unité sensorielle principale du pénis. Donc la fonction sensorielle est clairement établie, et il y a également une fonction de mécanique, puisque en fait la construction du prépuce fait que il peut, lors de l'activité sexuelle notamment, il peut s'enrouler et coulisser et bouger en fait sur la verge, sur le pénis. Donc on parle de mécanique d'enroulement, coulissement, qui permet déjà un rapport sexuel qui peut être beaucoup plus confortable, puisque il y a une fluidité dans le rapport, euh, il y a une fonction en fait de va-et-vient, de lubrification qui peut être agréable, que ce soit dans la stimulation manuelle ou lors d'une pénétration. Cette mécanique, en plus, donc, quand tout ça bouge, quand le prépuce est mobile sur le pénis, il y a une stimulation de fait des récepteurs sensoriels, à la fois du prépuce, à la fois du gland, et tout ça provoque des sensations de plaisir.
Donc pour ces deux grandes fonctions sensorielles et mécaniques, le prépuce est considéré comme une partie essentielle du pénis et considéré comme un organe à part entière par certains spécialistes. Et donc, malheureusement, suite à une circoncision, on perd de facto les fonctions qui sont liées au prépuce. Il y a un troisième point que tu n'as pas abordé, Nicolas, c'est une troisième fonction quand même du prépuce, c'est la protection du gland pour qu'il garde son état de muqueuse. Et ce qui fait que quand on n'a pas de prépuce, eh ben, le gland se kératinise et du coup devient beaucoup moins sensible puisque ça devient de la peau épaisse et non plus une muqueuse. En fait, j'ai juste envie de dire une chose là euh, qui me met en colère. C'est les conséquences après d'une circoncision, d'ailleurs, quand on n'a plus de prépuce. En fait, ce qui m'agace, c'est cette hypocrisie qui consiste à dire mais non, mais c'est rien, le prépuce, la circoncision, ça n'a aucune conséquence, alors que la circoncision, dans bien des sociétés, est pratiquée justement contre la sensibilité sexuelle, contre le plaisir sexuel, contre la masturbation. Donc c'est bien que ça a un effet. Donc si on ne peut pas nous dire on fait ça, notamment je pense aux conservateurs catholiques américains, s'ils sont pro-circoncision, c'est pour ça, parce que le plaisir sexuel et la masturbation, ça leur pose un problème. Donc on ne peut pas dire on fait ça contre la masturbation et en même temps dire que ça n'a aucun effet. Ouais. Donc là, on va revenir sur les effets peut-être parce que c'est important, sur les conséquences des conséquences pardon, de la circoncision sur les personnes, donc du coup, qui n'ont plus de prépuce. Et rapidement, pour me faire un peu l'avocat du diable, moi j'ai beaucoup vu sur les réseaux des discours qui visaient à dire qu'en gros la circoncision masculine, bah, ça avait au moins une vertu au minimum hygiénique. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est complètement bullshit? Alors, juste d'abord par rapport à ce que dit Cyril, après je réponds à ça. Ouais. Oui, alors juste faut préciser parce que les gens vont peut-être pas comprendre. Évidemment, les arguments qui ont été avancés concernant la lutte contre la masturbation ou pour réfréner le plaisir, ça c'est vrai, à la fois dans l'islam, le judaïsme, aux États-Unis, les puritains à l'époque. À chaque fois, effectivement, il y a des arguments avancés pour dire que c'était bon parce que ça permettait de réfréner le désir et le plaisir sexuel. Mais aujourd'hui, c'est plus les arguments avancés, évidemment, les arguments ont évolué, mais effectivement, il y a une origine là-dessus, tout à fait, quel que soit le courant. Donc alors, je peux en venir à répondre à ce que tu viens de demander et faire, si tu veux, un petit panorama, parce que on entend souvent, effectivement, les gens dire que les avantages pour la santé. Alors, est-ce qu'il y a des avantages pour la santé à l'être circoncis et d'où ça vient tout ça? Euh, donc, je vais faire rapidement, mais c'est très important que les gens comprennent et qu'ils aient le fil dans la tête de toutes ces raisons. Euh, donc, fin 1800, à l'époque, il y avait une phobie de la masturbation. Donc les gens ne sont peut-être pas au courant, mais pour en chercher, c'est incroyable. Donc je parle en Occident, hein, pas vraiment aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons principalement, en Europe en général. Et il y a eu tout un mouvement, un courant de phobie de masturbation. Donc la masturbation était vue comme quelque chose d'abominable qui pouvait créer des maladies. Et c'est de là que viennent toutes les blagues, la circoncision rend sourd, la circoncision, etc. La masturbation, pardon, la masturbation rend sourd. Donc c'est de là que ça vient en fait, hein. Et donc à l'époque, des penseurs, des philosophes, des médecins étaient contre la masturbation et ont employé toutes sortes de moyens pour l'éradiquer, des moyens on attachait les enfants dans les dortoirs pour pas qu'ils se touchent. Il y avait des culottes spécialement pensées pour que l'enfant ne pouvait pas ouvrir lui-même, donc il avait une clé, il fallait demander une clé pour l'ouvrir, donc comme ça il se touchait pas. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui ont été proposées. Donc c'était dans les livres médicaux de l'époque, c'était la norme, c'était voilà, la masturbation est à bannir, donc il faut l'empêcher. Et donc une des choses qui a été proposée pour lutter contre la masturbation, c'est la circoncision. Voilà. Donc certains médecins, par exemple, alors on donne toujours cet exemple, il y en a eu plein des médecins qui sont prononcés, mais ça c'est le plus célèbre, parce que peut-être Jordan, tu connais, si je te dis les Kellogg's, les céréales Kellogg's, Ouais, ça me dit, ouais. tu connais, voilà. Et ben, pour la petite histoire, Kellogg, John Harvey Kellogg, c'était un médecin américain qui, en 1888, a écrit un bouquin dans lequel il propose la circoncision
pour lutter contre la masturbation, hein, ça pour les petits garçons et pour les petites filles, parce que les petites filles n'étaient pas épargnées non plus, les petites filles, ils proposaient de leur verser de l'acide sur le clitoris. Oh, les Donc tout bâtards, mais ça, c'est pas possible. et c'est le même mec qui a inventé les céréales, hein, je précise, Ah hein, c'est ouais? vraiment ce mec-là qui a inventé les céréales. Oui, 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 Kellogg, les gens pourront chercher, c'est deux frères. Et donc, pareil, ces céréales étaient censées avoir une vertu pour l'enfant à plein de niveaux. Enfin, voilà. Mais Donc, et ça, c'était non! le courant de l'époque. Si, si, ouais, c'est assez rigolo comme histoire. Enfin, Ah maintenant, on en ouais, rigole, bien grave. sûr, mais à l'époque, c'était très sérieux. Donc, il y avait à la fois cette phobie contre la masturbation, et puis il y avait une théorie médicale, donc aujourd'hui, qu'on considère comme farfelue, mais à l'époque, les médecins ne savaient pas expliquer l'origine des maladies. Donc, ils n'avaient pas la théorie microbienne. Ils ne savaient pas que c'était les microbes. Les microbes n'avaient pas été observés. Enfin, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, il y avait la théorie de l'époque, c'était, en anglais, ils appellent ça la réflexe neurosis. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'était qu'on pensait que si on stimulait une partie du corps, ça pouvait en rendre une autre malade, et que par exemple, donc en l'occurrence, que si les gens qui se masturbaient, eh ben, ça allait créer des problèmes ailleurs dans le corps par réflexe. Enfin, j'ai plus les expliquer, mais en gros, c'est n'importe quoi évidemment, hein. Mais à l'époque, il y avait vraiment ces croyances qui étaient là chez les médecins, et donc à la fois la phobie religieuse de la masturbation, historiquement, et à la fois cette théorie médicale qui a été popularisée donc, fin 1800, début 1900, tout ça a amené sur une circoncision qui a commencé à être proposée donc aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, enfin dans tous les pays anglo-saxons. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait, hein. Pour les gens qui disent «Ah, mais les Américains, ils disent que c'est bon pour la santé», on va y venir, mais ça commence comme ça. Pour eux, c'était bon pour la santé, parce que ça permettait de lutter contre la masturbation. C'était la chose qui était proposée. Alors, évidemment, tout ça donc, a démarré fin 18... Donc, 1875, il y avait, pour ainsi dire, pas de circoncision aux États-Unis ou en Angleterre, hein. Et puis 1900, 1910, tout d'un coup, les taux explosent, hein, parce que les médecins commencent à massivement amener cette pratique et donc à la proposer aux parents en leur disant que c'est bon pour leur enfant. Donc la circoncision explose et on arrive à des taux de 20, 30, 40%, puis ça va monter progressivement jusqu'à atteindre 80% dans les années 1980. Et aujourd'hui, on a encore à des taux qui sont environ 70-80%. Ah ouais, Alors, 80% dans les années 1980, là, c'était hier, ça. et oui, mais aujourd'hui, 80% des Américains sont des hommes tués aux États-Unis sont circoncis. Donc c'est pour ça. Donc il faut bien comprendre que l'origine, c'est la lutte contre la masturbation. Alors ensuite, évidemment, les arguments ont évolué. Donc en fait, chaque génération de médecins a amené de nouveaux arguments pour justifier la circoncision, puisque tu te doutes bien que l'argument de lutter contre la masturbation, ça n'a pas fait long feu. Oui, oui. Donc, tu vois, évidemment, les gens, c'est plus considéré comme une abomination de se masturber. Mm. Donc, là, en 1920, les années 1920 à peu près, la peur de l'époque, c'était le cancer. Et donc, des médecins ont commencé à dire que la circoncision pouvait prévenir le cancer. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était les IST. Et donc, pareil, il y a eu plein de médecins qui ont dit que ça protégeait les IST. Et puis il y a eu les infections urinaires un peu plus tard, en disant oui, voilà. Et puis aujourd'hui, le dernier argument en date, c'est la lutte contre le sida. Et Alors, voilà, et donc ça, ces arguments, c'est bullshit. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, effectivement, aujourd'hui, si on prend la position des associations médicales dans le monde, aucune association médicale ne recommande la circoncision des enfants pour des raisons dites de prévention, parce qu'on pense que ça pourrait les aider plus tard. Aucune association médicale ne la recommande. Mm. Donc, même aux États-Unis, hein, donc ça que même eux en sont revenus parce qu'ils ne peuvent pas la recommander. Par contre, on va s'arrêter sur la dernière politique de l'Association américaine de pédiatrie, qui date de 2012, et qui a expiré en 2017, donc elle est plus active, hein, mais en 2012, c'était intéressant de voir ce qu'ils disaient. Donc en 2012, et ça a fait un énorme débat, enfin ils ont été très critiqués, l'Association américaine de pédiatrie sort sa nouvelle politique sur la circoncision et ils écrivent que les bénéfices pour la santé l'emportent sur les risques. Mais ils ne recommandent pas pour autant la circoncision. Donc ils disent, ouais, les bénéfices sont supérieurs aux risques, mais on ne la recommande pas et au final c'est un choix des parents. En gros, faites ce que vous voulez. Ouais. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils proposaient comme argument. Donc les bénéfices l'emportent sur les risques, ah oui, bon, pourquoi Donc, il y avait 4 arguments qui étaient avancés. Et donc, ceux que j'ai cités, en fait, hein, quand on voit la progression dans l'histoire, donc le cancer du pénis, les infections urinaires, les infections sexuellement transmissibles. Alors,
En 2012, cette politique, elle arrive avec ces arguments-là, et très critiquée, et les Américains se retrouvent isolés dans le monde, puisque les autres associations médicales soit ne prennent pas position, des pays où ils n'en ont rien à foutre, soit les médecins européens notamment et canadiens, eux ont réagi, et en fait ont vraiment critiqué fortement cette politique américaine en disant que ça tenait pas debout. Et en allant jusqu'à dire que les médecins américains étaient biaisés et que par rapport à leur histoire et par rapport au fait que la circoncision est une norme chez eux, ils avaient enfin, leur politique ne tenait pas du tout debout. Alors on peut s'arrêter sur quelques points. Alors pour les bénéfices avancés par les pédiatres, alors c'est assez simple en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, pour chaque cas, chaque argument avancé, même s'il est vrai, la circoncision ne se justifie pas. Alors, par exemple, le cancer du pénis. Donc, le cancer du pénis, ça concerne un homme sur 100 000 par an. Et ça concerne essentiellement les hommes âgés, donc avec une moyenne d'âge environ de 70 ans pour un diagnostic. Donc, les médecins européens, notamment, qui ont répondu aux Américains, disent mais on ne peut pas faire circoncire 100 000 garçons pour prévenir peut-être un cas de cancer du pénis, et encore, c'est même pas sûr, puisque quand on compare les Américains et les Européens, on voit que les Américains ont, enfin, que les taux de cancer de pénis sont les mêmes, alors qu'aux États-Unis, il y a Ouais. beaucoup de circoncisions et pas en Europe. Donc, ils disent ça tient pas debout, et de toute façon, ça concerne des hommes âgés, et donc c'est pas recevable. Pour les infections sexuellement transmissibles, là, c'est pareil. Les Européens répondent, bah, écoutez, quand on compare en fait en population générale, donc parce qu'on voit vraiment les populations entre différents pays, on voit qu'il y a les mêmes taux d'infections sexuellement transmissibles, voire ils sont supérieurs aux États-Unis. Donc, par exemple, les Américains ont des taux d'IST supérieurs qui ne circoncisent pas et qui ont des taux donc des taux d'infection inférieurs. Donc là encore, ces données sont controversées, et en plus les Européens disent ben, en fait les enfants ne sont pas susceptibles d'avoir des infections sexuellement transmissibles puisqu'ils n'ont pas de relations sexuelles. Donc encore une fois, même si ça c'était vrai, laissons l'enfant à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, enfin quand il est grand, quoi, quand il commence à avoir une vie sexuelle, laissons-le choisir s'il veut se couper une partie du pénis ou s'il veut mettre un préservatif. Ouais. Oui, Donc, ouais. en tout cas, Oui, voilà. les Ouais, enfants ouais. n'en retirent aucun bénéfice. Et alors, sur les infections urinaires, alors c'est le seul argument où les Européens disent bon, oui, peut-être, d'après les données, alors c'est des données controversées, c'est pas si clair, mais bon, admettons que ce soit vrai, alors il y aurait les enfants avec un prépuce auraient un peu plus de 1% de chances d'avoir une infection urinaire, et les enfants circoncis un peu moins de 1%. Ah oui, Donc ce que disent d'accord. les Européens, c'est que là encore, ça ne tient pas debout, puisqu'ils disent il faudrait au moins une centaine de circoncisions pour prévenir un cas d'infection urinaire, et ce cas d'infection urinaire, il aurait pu être prévenu sans chirurgie, il aurait pu être soigné plutôt sans chirurgie, comme pour les petites filles. Les petites filles ont des taux d'infection urinaire 5 à 10 fois supérieurs aux petits garçons. Et qu'est-ce qu'on fait pour les petites filles? On leur donne un antibiotique et on les soigne. Donc ça n'a aucun sens de faire circoncire sans enfants pour peut-être Oui, oui. prévenir un cas d'infection urinaire qui aurait pu être prévenu facilement. Ça n'a aucun Ouais. sens. Donc, et puis bah, Et pour le aussi, sida, c'est pareil. Nicolas, qu'il y a d'autres études qui démontrent au contraire que le prépuce, justement, protège le méa urinaire contre les infections. Oui, oui, Et, oui, mais pour pas et rentrer puis dans sur les le arguments. cancer, je fais une analogie quand même qui peut être choquante, mais justement pour que les gens comprennent. Si on part du principe qu'à ce moment-là, on circoncie tout le monde, tous les garçons, pour éviter un cancer sur 100 000, à ce moment-là, on fait pareil pour les petites filles, pour éviter le cancer du sein quand elles sont adultes. On coupe tous les mamelons de toutes les petites filles, et ça, c'est sûr qu'on n'aura pas de cancer du sein. Mais c'est complètement absurde, cette façon de penser. Oui, donc voilà, donc on arrive au dernier argument qui est le VIH. Où là, alors c'est toute une histoire. Alors j'invite les gens à aller sur notre chaîne YouTube, Droit au corps, pour aller voir la vidéo, la conférence qui s'appelle Prépuce, décalotage forcé, circoncision, deux points, état des lieux et perspectives. Il y a une partie dédiée au VIH, c'est tout un scandale massif, mais pareil, ce que les Européens ont répondu aux Américains, c'est qu'ils n'ont pas de relations sexuelles. Et en plus, si on regarde les... Donc en fait, pour le dire rapidement, peut-être ça intéresse les gens, mais c'est vrai que on pourrait en parler, on pourrait faire une émission dédiée à ça. C'est qu'en fait, dans les années 2000, il y a eu des études qui ont été menées en Afrique, donc en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud. Et du coup, ils ont pris des groupes
ils ont circoncis, déjà c'est des hommes adultes, hein, attention, on ne parle pas d'enfants là, hein. Donc c'est des hommes adultes qui ont été circoncis, et puis il y a un autre groupe qui n'était pas circoncis. Et puis ils ont regardé au bout de 18 mois, et ils ont vu que les hommes qui étaient circoncis avaient moins d'infections au VIH. Donc l'explication de ça, c'est que sur le prépuce, il y a des zones cibles pour l'entrée du virus. Sauf que, en fait, il y a des zones cibles également sur le gland et sur l'urètre. Donc, ce qu'on montrait, donc ces études, elles ont montré ça. Elles ont montré que à 18 mois, en fait, les hommes circoncis avaient moins d'infections au VIH. Mais en fait, quand on regarde ensuite les données démographiques, c'est-à-dire pas dans une étude avec un petit groupe comme ça sur 18 mois, mais vraiment dans le monde réel, sur les populations réelles, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de différence. Les taux de VIH sont les mêmes, circoncis ou pas circoncis. Donc l'explication est simple, c'est que autant peut-être au bout de quelques mois, dans un environnement particulier, des études ont été particulièrement critiquées en plus, mais bon, allons pas là-dessus, c'est même pas la peine en fait. C'est que dans ces études-là, ils ont montré une différence, mais que dans le monde réel, on ne retrouve pas cette différence parce que quelqu'un qui a des rapports sexuels à risque finira par contracter le virus, puisque le virus rentrera, quoi qu'il arrive, au niveau du gland, au niveau de l'urètre, au niveau des autres zones. Oui, forcément. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, cette politique qui a été faite dans les années 2000, qui a conduit l'OMS à promouvoir la circoncision dans certains pays africains, c'est un énorme scandale. J'invite les gens à aller voir notre vidéo, mais c'est scandaleux parce que d'une part, au début, c'était ah oui, mais attendez, c'est vraiment les hommes adultes volontaires. Le programme s'appelait comme ça, hein, c'était Voluntary Male Medical Circumcision, donc circoncision volontaire pour les hommes adultes. Et en fait, ce qui s'est passé, Nicolas, c'est je que t'interromps là-dessus parce que tu parlais de body shaming, excuse-moi, mais ça me paraît important. C'est que ces campagnes-là ont été faites vraiment avec un virilisme fou pour dire, grosso modo, si t'es circoncis, t'es un homme, quoi. Voilà. Donc ça a été scandaleux. ouais, oui, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que l'OMS a promu ces campagnes de circoncision massive dans une quinzaine de pays africains, donc à partir de 2007. Il y a effectivement eu des campagnes financées donc, par les Américains, hein, par la fondation Bill et Melinda Gates, par le PEPFAR, qui est un projet gouvernemental américain, par tout ça, je ne sais plus quel organisme. Et donc, ils ont effectivement fait des campagnes de publicité pour dire aux gens faites-vous circoncire. Vous aurez. Alors, tout le problème, c'est que il y a eu énormément de mauvaises informations qui ont été données au public. Déjà, il y a eu donc, les chercheurs, aujourd'hui, il y a eu des analyses de tout ce qui s'est passé là-bas, hein, qui est un vrai scandale. Et souvent, ce qui a été dit dans les campagnes de pub, c'est vous allez être protégé du VIH. Donc, ce qui est un message tout à fait faux scientifiquement. Il n'y a pas de protection. La circoncision ne protège aucunement. Donc, ce que les études ont montré, c'est qu'il y avait une baisse du risque de transmission, mais il n'y a aucune protection. Les hommes circoncis qui ont des rapports sexuels à risque, tout le monde a le VIH, ils auront le VIH comme tout le monde. Donc il n'y a aucune protection, il faut continuer, quoi qu'il arrive, à mettre un préservatif. Donc du coup c'était bizarre parce que les hommes de là-bas, on leur disait alors voilà, faites-vous circoncire, ce sera bien, vous aurez moins de VIH, etc. Voire vous serez protégés. Du coup, eux ils se disent si je me fais circoncire, oui, c'est du coup je mets plus de préservatif. Sinon à quoi bon? À quoi bon? Donc on voit, il y a dans les témoignages de là-bas, il y a eu plein d'articles, il y a eu des reportages, il y a eu un documentaire de Arte diffusé en 2022. On peut retrouver sur le site, et on voit des hommes là-bas qui sont complètement sous-informés, qui disent oui, moi je me suis fait circoncire, on m'a dit que ça allait me protéger, donc je n'ai pas de préservatif. Et ce qui est terrible, c'est que cette personne, non seulement elle va être infectée, il va infecter ses partenaires, et donc il y a eu tout ça. Et donc et en plus le gros scandale, parce que là, donc c'est les hommes adultes qui sont déjà. Alors évidemment, on leur dit rien sur le prépuce est passé sous silence. Oui, tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire, petite parenthèse, mais je le redis parce que la position des pédiatres américains, donc qui a été très critiquée par les Européens, qui ne tient pas debout. Une chose énorme, et c'est toujours le cas hein, avec les Américains qui essaient de promouvoir leur circoncision, c'est que, qui font des politiques publiques sur le sujet, c'est que le prépuce est passé sous silence. Donc c'est assez énorme, c'est-à-dire que dans cette position de 2012, là, des pédiatres américains, ils ne parlent pas du prépuce. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, la circoncision, donc c'est l'ablation du prépuce, et voici les bénéfices, les risques. Mais ils ne s'arrêtent pas sur le prépuce. Alors que l'ablation du prépuce en elle-même retire une partie sensible
érogène, quelle est fonction, etc. Donc c'est un biais majeur, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas de prépuce eux-mêmes, ils n'en ont jamais eu, ils ne savent pas ce que c'est. Dans leur politique, ça n'apparaît même pas. Petite haute parenthèse, avant d'oublier, parce que c'est tellement énorme, si vous voulez des anecdotes un petit peu pour montrer un petit peu l'ampleur de la chose, c'est qu'aux États-Unis, encore de nos jours, une partie considérable, majoritaire, en tout cas c'était le cas il y a quelques années, je ne sais pas aujourd'hui en 2024, mais en tout cas il y a des ouvrages médicaux aux États-Unis que les étudiants utilisent, des applications pour étudiants en médecine, où le prépuce n'est pas représenté. C'est-à-dire que les étudiants en médecine euh, euh, étudient l'anatomie voilà, du corps, l'anatomie du pénis par exemple, le prépuce n'existe pas. Ah ouais, donc ils sont Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. ancrés là-dedans, quoi. Donc voilà, faut bien comprendre tout ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi les Américains, depuis un siècle et encore aujourd'hui, ils résistent sur la circoncision, etc. Donc tout ça fait que... Et l'OMS, c'est pareil, donc c'était essentiellement les Américains, c'est des gens qui n'ont pas de prépuce, donc ils sont partis en Afrique avec ça. Les Africains qui sont circoncis, on leur dit pas ce que c'est que le prépuce, on leur dit que la circoncision, c'est miracle. Finalement, il y a les mêmes taux de VIH in fine, donc c'est un scandale majeur. Et en plus, et j'y viens, non seulement bon, pour les hommes qui se sont fait circoncire dans le cadre de ces campagnes, c'est un scandale, mais également des enfants ont été circoncis. C'est-à-dire qu'à la base, c'était les hommes adultes volontaires, et en fait, dès le début, finalement, l'OMS a considéré, dans cette recommandation de 2007, qu'ils font à Montreux en 2007, et a écrit noir sur blanc, que il faut aussi la promouvoir auprès des enfants, et y compris des nourrissons. Donc Ah ouais. c'est très étrange, c'est que le programme part sur les hommes adultes volontaires, mais dès le début, en fait, on cible aussi les enfants. Et donc il y a eu Donc là aujourd'hui, au bout de 15 ans que ces campagnes ont été lancées, il y a eu environ 30 millions de circoncisions réalisées dans cette quinzaine de pays africains, dont au bas mot des centaines de milliers de circoncisions d'enfants, voire de nourrissons, qui n'avaient Sans aucun anesthésie intérêt à être d'ailleurs. circoncis. Alors, si a priori, si, ils sont anesthésiés, pour le coup, il y a eu des formations, hein, ils ne sont pas circoncis comme ça D'accord. à l'arrache. Il y a des... Enfin, quoique pour les bébés, faudrait voir, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas toujours d'anesthésie, effectivement, et il faut voir comment ça a été fait là-bas. Mais a priori, il y a des gens qui ont été formés, c'est circoncis de manière dans un milieu, un cadre médical. Mais en tout cas, des enfants ont été circoncis, et parfois, on apprend ça aussi dans le documentaire d'Arte de 2022, là, des enfants ont été circoncis sans le consentement de leurs parents. Ah Pour ouais, faire en du chiffre, plus. parce qu'en fait, donc il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour dire faites-vous circoncire. Et en fait, il y a des quotas qui devaient être atteints. Et donc, il y a des enjeux financiers qui sont arrivés, et dans certains pays, au Kenya notamment, on apprend que au moins 30 000 enfants ont été circoncis sans le consentement de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'école, un camion passe, avec marqué dessus programme de circoncision, machin. Ah, les enfants, bonjour, venez, les gamins reviennent à la maison circoncis, traumatisés, ils ne savent même pas ce qui s'est passé, les parents n'étaient pas au courant. Et donc il y a des procès qui sont en cours, enfin qui en a déjà eu un paquet, et il y en a encore en cours, où en fait des familles disent, mais évidemment qu'il n'est... et alors, ça avait fait un tel scandale qu'aujourd'hui, le PEPFAR, en 2019, le PEPFAR, donc le programme de financement américain, je ne pourrais pas dire exactement ce que ça veut dire, mais les gens chercheront. Le PEPFAR, en 2019, dans son bilan, dit qu'il ne financera plus la circoncision en Afrique d'enfants. Parce qu'il y a eu trop de complications, qu'il y a eu des plaintes, et en fait, il y a eu des tas de problèmes, qu'ils arrêtent de financer. L'année d'après, en 2020, l'OMS, pareil, en fait, change. Il y a un revirement majeur, mais qui est passé quasiment inaperçu. Encore une fois, à part Arte, je pense qu'il n'y a quasiment aucun média qu'on a parlé. C'est que l'OMS, qui jusque-là disait qu'il fallait circoncire également les enfants et les nourrissons, finalement aujourd'hui dit bon, faut attendre quand même que l'enfant puisse consentir. Donc il considère que c'est à 15 ans. À 15 ans, on peut commencer à demander à l'enfant s'il veut être circoncis. C'est déjà Donc c'est un revirement qui une est excellente majeur. avancée, ouais, c'est excellent. Et, et oui, et ça pose la question pendant plus de 10 ans, quid des centaines de milliers d'enfants qui ont été circoncis avec à la clé des complications. Pour une grande partie d'entre eux, il y a eu des tas de complications. Et quid des. Enfin voilà, c'est un scandale énorme. Bon, en plus, alors,
là, c'est peut-être pas le. Enfin, il y a plein de choses, d'autres choses à dire, mais il y a des publications de scientifiques qui ont analysé comment tout ça s'est opéré, qui ont analysé comment cette recommandation de l'OMS en 2007 a vu le jour. En fait, on apprend que c'est un réseau de médecins et d'experts qui avaient prévu tout ça, qui ont mené les études, qui ont fait les décisions, que tout était déjà joué d'avance, que les opposants à la mesure, parce qu'il y avait plein d'opposants à la mesure, il y a plein de scientifiques, de chercheurs, de gens qui étaient, pour des raisons scientifiques et éthiques, opposés à cette politique de circoncision en Afrique, hein, qui avait prévenu que ça, non seulement ça ne servirait à rien, puisque les taux seraient les mêmes, on le savait déjà, on avait déjà les données, et puis qu'il y avait plein de raisons au niveau plein de raisons pour dire que c'était pas une bonne idée. Et ces personnes n'ont pas été écoutées. Dans la réunion qui a conduit à cette recommandation en 2007, il y a les opposants à la mesure n'ont pas été conviés ou n'ont pas été entendus. Donc c'est un scandale. Ça, il y a des articles, notamment par des Français. Il y a Alain Giamy, qui est un chercheur français de renom, qui a publié avec d'autres auteurs une analyse de la recommandation de l'OMS faite en 2007 et qui montre comment tout ça s'est opéré. Et on comprend en fait que il y a eu enfin clairement c'est des lobbies pro-circoncision qui ont détourné, enfin qui ont infiltré et qui ont réussi à faire passer la circoncision en force. Il Hein. y a un lobby, D'ailleurs, pour finir quand tu dis là-dessus, lobby, c'est des lobbies religieux? alors non, pas forcément, pas forcément en fait. Enfin, c'est-à-dire il faut comprendre qu'il y a depuis longtemps, donc encore une fois, hein, depuis plus d'un siècle aux États-Unis notamment, il y a des chercheurs, alors peut-être certains pour des raisons aussi religieuses, mais il y a des chercheurs qui sont fanatiques de la circoncision, D'accord. qui sont persuadés qu'il y a des choses positives qui en découlent, qui eux-mêmes sont circoncis, défendent la pratique, défendent leur culture, peut-être des fois une religion, oui, et du coup qui matraquent et qui cherchent à tout prix à prouver que la circoncision est positive. Et donc il y a pour te donner une anecdote qui est marquante, pour finir sur le scandale VIH-OMS, c'est que parmi les chercheurs qui ont mené ces études en Afrique dans les années 2000, et parmi ces chercheurs qui ont aussi participé à la mise en place de ces campagnes en Afrique. Certains de ces chercheurs, publiquement, hein, c'est pas un complot là, qu'on est en train de sortir, hein, c'est publiquement, signent des pétitions pour promouvoir la circoncision des enfants dans le monde. Ah ouais. Donc, oui, par exemple, les gens verront dans la vidéo, encore une fois, il y a toutes les références. Certains des chercheurs sont clairement des fanatiques ouverts de la circoncision, enfin, à visage découvert, quoi. Ils signent des pétitions, ils considèrent que la circoncision, ils signent des pétitions avec pour appeler les autorités sanitaires à ce que, enfin, pour obtenir que la circoncision soit faite sur tous les enfants. Donc c'est vraiment, donc c'est essentiellement des Américains, des Australiens, enfin des Anglo-Saxons. Il y a aussi un Français. Voilà, c'est complètement délirant. Et, et oui, oui, tout ça, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai donné l'histoire depuis fin 1800 dans les pays anglo-saxons, parce qu'il faut comprendre que tout ça, il y a tout un historique en fait. Hein. C'est pas d'un coup quelqu'un a dit ah oui, le SIDA. Il y a plus d'un siècle de, 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 de scientifiques et de religieux, plus ou moins, qui cherchent à promouvoir la circoncision avec des justifications qui changent à chaque fois. Donc tu peux être sûr que si demain, par exemple, il y a une nouvelle maladie sexuellement transmissible ou quelque chose qui fait son apparition, Ils et vont s'en servir, immédiatement, ouais. les auteurs vont essayer en tout cas de prouver que la circoncision peut prévenir ça. Bon, ça fait plus d'un siècle qu'ils essayent, ils n'ont pas réussi. Mais malgré tout, ils ont réussi à vendre la circoncision. Alors, il faut savoir aussi que les Américains ont vendu leur circoncision. Ils l'ont diffusée dans le monde, donc là en Afrique avec les campagnes OMS, mais par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, en Corée du Sud. La Corée du Sud n'a aucune tradition de circoncision. Tu t'en doutes. Et ben, Oui. en fait, les Américains ont réussi à leur vendre la circoncision. Ça a commencé donc après la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai pas plus l'histoire en tête exactement, mais via les bases militaires américaines ou dans les hôpitaux américains, la circoncision était massive, puisque c'était déjà implanté chez eux. Ils ont influencé en fait les médecins coréens, et aujourd'hui les Coréens ont des taux de circoncision majoritaires. Ah ouais. Et ils ont essayé en Europe,
Les Américains ont essayé aussi dans les années 80 de mémoire. En Europe, il y a au moins 2 cas avérés où en Allemagne et au Danemark, l'industrie américaine de la circoncision a tenté de convaincre les médecins donc de ces pays à circoncire leurs enfants à la naissance. C'était le cas aux États-Unis. Et ils ont échoué. Heureusement, ils ont échoué. Les médecins allemands et danois étaient pas du tout, étaient très sceptiques et n'ont pas du tout adopté la chose. Mais donc, faut bien comprendre que c'est énorme. Il y a des lobbies, il y a des intérêts financiers considérables. Cyril parlait des prépuces revendus. Alors, on ne sait pas dans quelle proportion, mais ça existe. Oui, tu parlais de la Corée, c'est le premier marché en termes de prépuces récupérés pour les cellules souches. Ouais, il y a des intérêts financiers énormes, il y a des implications, il y a des biais culturels, il y a des implications psychologiques aussi. Il y a J'ai des études qui montrent que les médecins circoncis ont plus tendance à recommander la circoncision que les médecins pas circoncis parce qu'ils défendent ce qui leur a été fait. Enfin, c'est très complexe. j'ai une question pour revenir un peu au cas de la France. Là, j'ai sous les yeux, je le mettrai en illustration, un site qui s'appelle circoncisionfrance.fr. Et donc là, c'est pour la circoncision à domicile. Ça, c'est contrôlé par l'État, ce genre de site? Bah, à notre connaissance, non. Enfin, c'est-à-dire que, Parce que encore là, une fois, il y a un clairement, je laisser-faire. me permets de te couper, là, clairement, je suis sur le site, intervention lors de vos événements et cérémonies religieuses. C'est-à-dire Oui, qu'ils mais c'est ça, circoncis c'est des la gosses, quoi. tolérance. Bah, il y a une tolérance, en fait, il y a une demande de parents pour qui la circoncision est quelque chose à faire dans leur culture, leur tradition, leur religion. Et donc de fait, il y a une demande. Et donc des médecins qui sont également dans ces cultures-là, bah, disent ok, bah, je vais le faire si vous voulez, comme ça je vais bien le faire, etc. pour votre enfant. Et puis ça se fait, ça existe en tout cas très souvent, c'est fait au noir. Il y a des médecins qui se font beaucoup d'argent en circoncision des enfants, bien sûr. Bah, nous, c'est simple, on est en train, pour le dire aussi, on est en train, on est partie civile dans une affaire de circoncision ratée à Bordeaux. Donc il y a quelques années, il y a des familles donc, qui avaient été voir un de ces centres-là pour faire circoncire leur enfant. Les circoncisions se sont particulièrement mal passées. Il y a eu plusieurs enfants blessés, il y a même eu un mort d'ailleurs. Oh là là. Et du coup, ces familles portent plainte contre le circonciseur, hein, qui est un médecin, alors qui n'est pas un chirurgien, hein, qui est fou, il n'est pas chirurgien, mais il circoncis. Et donc, ce médecin, alors nous, les informations qu'on a, c'est que, mais ça, on le savait déjà, hein, c'est très commun, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Un médecin qui demande, il fait ça au noir, hein, donc c'est au noir, il demande 300 euros, 400 euros, 500 euros par circoncision, d'accord? Donc il fait ça, allez, même le week-end, il fait quelques circoncisions le week-end. 300 euros l'intervention, il en fait, je sais pas, 10 par semaine. D'accord? 10 par semaine. Donc 3 000 euros par semaine, je t'arrondis ça à 10 000 euros par mois. Mettons qu'il fasse ça 10 mois par an, ok? Il part en vacances le reste du temps. C'est 100 000 euros. 100 000 euros. Directement dans Ouais. la poche, pas déclaré. Donc Euh, c'est énorme, il y a un business énorme aussi autour de la circoncision, bien sûr. Jordan, tu parlais du site là, Circoncision France. Descends sur la page d'accueil et tu vas voir le marketing agressif où ils se vantent de faire plus de 1000 interventions à domicile, d'avoir fait plus de 1000 interventions à domicile. Par contre, je m'inscris en faux avec ce qu'a dit Nicolas. C'est que dans bon nombre de cas, ce ne sont pas forcément des médecins, hein. Là, en l'occurrence, ce site, moi, je suis allé vérifier. La personne qui fait ce site-là n'est pour moi pas médecin. Et il est dans d'autres entreprises qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la chirurgie et la médecine, parce que je suis allé un peu quand même mener mon enquête là-dessus. Et non, non, ce sont des personnes qui tiennent un restaurant, ou qui, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein. Oui, Donc, voilà. ça peut être des non-médecins, ça peut être des médecins non chirurgiens, ça peut être aussi des chirurgiens. Il y a plein effectivement de cas. Mais oui, Alors, c'est vraiment un scandale, mais personne ne en s'en occupe de l'occurrence, ça parce que oui, mais attends, en l'occurrence, ce que disait Jordan, il me posait la question, c'est est-ce que comment dire, contrôlé par l'État? Non, il y a des associations comme nous dont ça, c'est aussi, ça va être nous aussi notre mission, mais c'est un boulot considérable, c'est de signaler effectivement ce genre de site si effectivement c'est pas fait dans un cadre bien respectable. Par Eh, contre, ça pose un autre problème, c'est comme la prohibition aux États-Unis de l'alcool, ou tiens, l'interdiction, où on parle de dépénalisation du cannabis, etc. C'est qu'en fait, quand tu interdis quelque chose, là, si on fait fermer ce site, eh ben, c'est encore plus de clandestinité derrière. Mais Mais néanmoins, attends, c'est quand même une question qui se je pose. suis désolé, je te Moi, coupe. après, j'aimerais quand même qu'on aborde un sujet.
Je peux te couper 2 secondes? Je t'en prie. Oui, du coup, Bien sûr, bien sûr. apparemment, tu me dis que ce mec-là, là, enfin ce site, il y a qu'un seul mec qui gère ça? Bah, il suffit d'aller sur le site, tu vas comprendre, hein. Vas-y, lis. Et, moi, c'est ce que je comprends, hein. C'est ce que je comprends. Ah oui, 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 non mais t'as raison, ouais. C'est pas de la diffamation, il suffit de lire son site. Il s'appelle, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle. Ossine Enfin, voilà. Baroum. Et voilà, c'est ça. Et donc, si tu cherches après, tu fais des investigations, tu cherches sur société.com et où, tu verras, ou même sur l'ordre des médecins, bon, bref. Et puis, Voilà, bon, voilà, menez vos enquêtes, vous verrez. et puis, oui, Il n'y a pas qu'un seul site comme ça. puis ce qui est grave, c'est que, bon, admettons, les parents veulent faire circoncire, il y a un médecin, mettons que ce soit un médecin chirurgien qui fasse ça, bon. Mais les parents ne sont pas informés dans ces cas-là non plus, puisque, cette personne, ces sites-là en général, c'est toujours pareil en fait. N'informe pas les parents sur ce qu'est le prépuce, ne les informe pas qu'en fait aujourd'hui, la position des associations médicales, en France ils ne se prononcent pas, mais dans les pays du monde, notamment en Europe, la circoncision est de plus en plus condamnée, parce que les médecins la découragent, parce que non seulement ça prive l'enfant d'une partie précieuse qui a des fonctions, mais en plus ça peut créer toutes sortes de complications et que plus tard des personnes en souffrent dans leur sexualité ou psychologiquement. Enfin, donc tout ça, les parents, évidemment, ces sites-là, ils ne leur Mm. disent pas. Et puis donc il y a pas d'information. Les parents, Alors, on ne leur dit moi, rien. je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, parce que souvent, quand on parle de circoncision, on parle que de bébés. Et on dit souvent que les bébés souffrent pas, ce qui est une ineptie absolue. C'est complètement absurde. Ah oui. On sait démontrer le contraire. Mais par contre, on n'a pas parlé d'une chose, c'est que tout à l'heure, Nicolas a parlé de l'avantage d'avoir un prépuce, en tout cas des fonctionnalités importantes du prépuce qui est un organe majeur. Mais en pratique, on n'a pas parlé des conséquences. Et si je peux parler un peu de ma vie personnelle et d'autres personnes que j'ai côtoyées autour de moi, moi je suis gay. En fait, je me suis rendu compte d'une chose que beaucoup de gens ignorent. Quelqu'un qui a été circoncis étant bébé, il n'a vécu que circoncis. Donc il n'a pas de référence, il n'a pas de référentiel de comparaison. Par contre, moi, j'en ai un. C'est que quand on est gay et que du coup, on a des rapports sexuels avec des intacts et aussi des partenaires circoncis, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, les femmes font les mêmes témoignages. C'est-à-dire que quand elles ont un homme circoncis, ben, la sexualité est plus difficile. Pourquoi elle est plus difficile? Parce que quelqu'un qui est circoncis a nettement moins, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il n'a pas de prépuce, donc nettement moins de sensibilité. Et puis, du coup, les rapports sont allongés, c'est difficile. Et moi, je vois beaucoup dans mes partenaires que j'ai eus tout au long de ma vie, je dirais pas mon âge, mais beaucoup de difficultés à faire venir l'orgasme. D'ailleurs, les circoncis ne peuvent pas se masturber ou ne peuvent pas avoir un rapport sexuel sans lubrifiant. Il n'y a pas si longtemps, j'ai donné des références de préservatifs à 0,02 mm d'épaisseur à des amis qui sont circoncis et qui ne peuvent pas porter le préservatif. Et ça, c'est un autre problème aussi, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas porter le préservatif. Quand ils portent le préservatif, ils n'ont déjà pas de sensibilité au départ, alors qu'un préservatif, je ne te raconte pas. Donc voilà, ça pose énormément de difficultés, sans compter aussi des douleurs dans la sexualité et plein d'autres complications comme ça. Donc il faut arrêter de penser juste circoncision, oh l'enfant souffre pas, ou on pense juste à l'enfance. Non, c'est quelque chose qu'on peut garder à vie. Et moi, je peux vous jurer une chose, je suis pas un scientifique et je fais pas d'études particulières, mais sur tous les partenaires que j'ai eus, la grande majorité des partenaires circoncis ont des difficultés que moi j'ai pas. Et il y a un autre truc aussi auquel il faut penser, c'est les partenaires. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, je me fais toucher par quelqu'un qui est circoncis, ben, je peux vous dire qu'il n'est pas tendre avec moi et que ça fait super mal. Parce que lui, il se touche de façon beaucoup plus dure que moi, parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité que moi j'ai avec un prépuce. Et les femmes disent la même chose aussi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui me disent un partenaire circoncis me fait très mal, puisque pour avoir un minimum de sensations, eh ben, il y va beaucoup plus franchement et voire violemment. Et donc, oui, ça rend un peu plus agressif, ça c'est clair. Mais par contre, quand vous entendez les circoncis parler, ils vous diront jamais ça. Pourquoi?
parce qu'ils peuvent que être fiers d'une circoncision qu'ils n'ont même pas choisie eux-mêmes et de le transmettre à leur enfant pour que leur fils ressemble à leur père. Voilà. Et c'est une question de virilité aussi, quelque part derrière. Voilà. Euh, Alors, ouais, tout ça, il y a des études évidemment qui montrent un peu tout ça, donc c'est assez complexe comme sujet, mais toutes les références sont sur notre chaîne YouTube, dans la vidéo dont je parlais, ou sur le site. Il y a notamment une étude danoise en 2011 qui a montré que non seulement la circoncision crée des difficultés sexuelles chez les hommes circoncis, plus en tout cas, il y avait plus de risques de problèmes sexuels chez les hommes circoncis, chez les hommes intacts, mais également, effectivement, chez les partenaires, en l'occurrence des partenaires femmes, qui avaient plus de difficultés à atteindre l'orgasme et qui témoignaient d'une vie sexuelle de moindre qualité avec des partenaires circoncis. Donc il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ce sujet-là. Voir des complications chez elles aussi, on parlait d'infection. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment. Il y a des études là-dessus, d'infection urinaire ou quoi, mais en fait, c'est assez logique. Quand on n'a pas, comme disait Nicolas tout à l'heure, le mécanisme de déroulement avec le prépuce, et on comprend bien qu'il y a beaucoup plus de frottement dans le vagin de la partenaire et que c'est beaucoup plus désagréable et qu'il faut beaucoup plus lubrifier, c'est clair. Il y a un phénomène de friction, effectivement, oui, qui peut entraîner plus de douleurs. Ça ressortait dans l'étude danoise d'ailleurs. C'était donc plus de dyspareunie, on appelle ça, donc des douleurs lors des rapports sexuels avec des partenaires circoncis. Oui, oui, tout ça, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet. Voilà, c'est des conséquences, euh, effectivement, hein, quand on dit qu'il y a des je, souffrances je me permets de que la vous circoncision peut couper. générer. Ouais, pardon, Ouais. excuse-moi, Nicolas. Je me permets de te couper rapidement. Je vois que le centre de formation Circoncision France, ils font des formations à 25 000 euros. Est-ce que tu as un peu creusé le sujet, toi, Cyril, ou pas du tout? Non, non, je commence à m'y intéresser très sérieusement pour Moi, je te le dis vous direct, dire, hein, mais je n'avais je viens pas de leur plus envoyer un d'informations. message pour savoir si leur formation, ils acceptent aussi des gens qui n'ont pas de diplôme. Je me fais passer pour un client. Alors ça pose une autre question parce que c'est pareil, hein, je crois que la législation en France est très sérieuse sur les formations, donc ça doit être encadré. Qui plus est quand on touche à des sujets de santé. Voilà, donc à voir. 25 Non, 000 non, euros on va hors taxe. étudier. Pardon? Je dis 25 000 euros hors taxe leur formation, et à aucun moment c'est précisé s'il faut avoir un diplôme précis, un diplôme particulier, tout ça. Non, non, je pense que tout ça, enfin, bon, je ne fais pas de projection, je ne veux pas me prononcer publiquement par rapport à ça, mais c'est à Je, étudier il y a, et ouais, et il y a des chances que je me mette sur les côtes du monsieur là et que si j'arrive à avoir des informations croustillantes, que j'en fasse une vidéo parce que ça me paraît très très louche eh cette ben, s'il histoire. te plaît, tu nous tiens informés parce que moi, je ne peux pas t'informer de ce qu'on est en train de faire par rapport à ces sites-là, pour l'instant, D'accord. pour des raisons que tu peux comprendre, hein. Ouais, ouais. Mais ça m'intéresserait, oui, bien sûr. Ouais, Et d'ailleurs, juste un truc, fais comme si tu allais prendre rendez-vous, tu vas voir, tu auras encore plus d'informations qui n'apparaissent pas sur le site, qui n'apparaissent que quand tu vas prendre rendez-vous. Tu vas voir, c'est rigolo. Ok, bah ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça. Les amis, Cyril, Nicolas, Farl aussi, vu qu'il nous écoute, mais il a rien dit. Du coup, ouais, ça va être sur la fin parce que ça fait presque 2 heures et il est bientôt minuit. Demain, je me lève. Mais c'est excellent. Ouais, merci. Du coup, si tu veux un mot de la fin, Nico, si tu veux dire un petit mot de la fin, hésite surtout pas. Bah, ouais, le mot de la fin, c'est que la circoncision, c'est un sujet extrêmement complexe, très qui fait beaucoup réagir, très émotionnel, hein. Il y a des gens qui vraiment, d'un côté comme de l'autre, bah, sont très, très mal par rapport à ça. Hem, Nous, vraiment, ce qu'on essaie de faire, donc pour les personnes qui écoutent, et qui sont dans des cultures où on circoncis, qui veulent faire circoncire leur enfant, c'est aller voir, notre site, aller voir nos réseaux sociaux. Il y a des témoignages, de personnes, qui souffrent de la circoncision. Il y a, des études, il y a, plein d'éléments, qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que la circoncision peut faire souffrir, pas seulement, l'enfant, mais également l'adulte qu'il deviendra. Au niveau sexuel, au niveau psychologique. Il y a des complications, il y a des gens qui sont vraiment flingués. Et donc, nous, tout ce qu'on dit, au final, euh, on appelle au débat, on appelle à la discussion. Et tout ce qu'on dit, c'est attendez que la personne soit en âge de consentir
elle décidera par elle-même en fait si elle veut se faire circoncire ou non. On peut repousser la circoncision, le choix de se faire circoncire ou non, à l'âge de consentement. Alors qu'est-ce que l'âge de consentement? On appelle justement au débat sur cette question, sur l'âge, mais pas seulement, sur les conditions du consentement. Et voilà, et tout ça avec une, une- un but d'alléger les souffrances, puisqu'on on peut pas rester, on peut pas ne rien faire sur ce sujet. Il y a trop de problèmes, il y a trop de gens qui sont détruits par rapport à ça, et des familles entières qui explosent par rapport à ça. On a des tas de témoignages. Allez voir nos réseaux sociaux, renseignez-vous sur le prépuce, sur les conséquences de la circoncision, lisez les témoignages et réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Mais vraiment, vous pouvez laisser l'enfant décider plus tard, quand il sera en âge de consentir, ce qu'il veut faire de son pénis, de son corps. Jordanix, moi, au nom de Droit au corps, je voulais te remercier pour ce que tu fais, de nous aider à rendre ce sujet plus visible et surtout, comme l'a dit Nicolas, informer, parce que c'est un sujet trop méconnu. Tu liras toutes les bêtises qu'on dit là-dessus, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup, Jordanix, merci. Bah, c'était un plaisir, plaisir partagé, les copains. En tout cas, ouais, voilà, là, je pense qu'on a fait le tour. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Après, si vous avez besoin, vous, d'en reparler dans une autre vidéo, je vous réinviterai. Il y a pas de souci, hein, pour évoquer plus précisément d'autres thèmes, si vous voulez. Et moi, j'ai une chose que tu pourrais ajouter pour le public, parce qu'en fait, dans ces sujets-là, on se sent seul au monde. On ne sait pas à qui parler, notamment quand on est dans une communauté justement où on est victime de body shaming, comme l'a dit Nicolas. Donc, on a créé un Discord pour s'il y a des personnes qui ont des questions là-dessus, ils viennent nous poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui viennent témoigner aussi. S'il y a des victimes qui ont envie de parler, c'est un peu comme une ligne d'écoute. On a créé ce Discord et on va te donner le lien si tu veux bien le diffuser aussi, Ok. Jordanix. Merci. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, je ferai une voix off en début de la vidéo et puis je balancerai toutes les infos que vous voulez que je balance, en fait, en gros.